Hop. Tac, je vous montre l'article et promis, j'essaie de me coiffer. Team long cheveux. Mais là, c'est surtout team long cheveux, pas brossé ni rien. Enfin, team long cheveux de sortie de douche. Ah, hop. Tac. Regardez-moi ça. Un chignon, un chignon. Et voilà. N'hésitez pas à suivre mes tutos coiffure hein, pour avoir des vraies coiffures nazes. Salut Frodeux et salut Pibi. Non, non, Frodeux, c'est dur sans personne. Hein. Là, c'est vraiment, c'est que il y a eu un monsieur qui m'a dit qu'il partait de ma chaîne parce qu'il s'était rendu compte que je faisais du contenu de gauche et du coup, c'était triste. Voilà, on était tristes tous ensemble. Et on profitait pour dire qu'on était tristes tous ensemble, mine de rien. Elsa tuto coiffure, hein, tout à fait. Post-shampoing, je la trouve de Simba qui sort de l'eau. D'où le fait que j'évite de me brosser les cheveux immédiatement après. Voilà, là je vais attendre un petit peu avant de brosser tout ça. Afin que le live ne se passe pas en compagnie d'une streameuse qui a plus de cheveux que de tête. Voilà. Bon, écoutez, la une aujourd'hui, de toute façon, c'était assez évident qu'on allait en parler. Je ne sais pas si vous avez vu ça, un policier à propos d'une plaignante pour agression sexuelle l'a traitée de grosse pute. Que dire de plus? Écoutez, on va lire de toute façon l'article, mais on va lire l'article. On va lire l'article parce que je vais vous dire aussi quelles sont les critiques qui sont faites au fait d'avoir eu ces paroles, parce que, enfin, d'avoir eu ces paroles. Pas de les avoir prononcées, mais de nous en avoir eu vent, parce que, comme vous allez voir, c'est vraiment un truc qui est fait complètement par mégarde et où c'est vraiment un acte manqué de la part du policier. On n'aurait jamais dû avoir la discussion dans laquelle il la traite de grosse pute. Vraiment, on n'aurait pas dû l'avoir, normalement. Mais, et donc du coup c'est critiqué aussi en mode, bah écoutez, c'est des paroles qui sont certes nazes, mais qui sont privées, donc voilà. C'est pas logique qu'on l'ait. Et du coup, est-ce que c'est logique qu'il soit condamné sur des paroles qui sont censées être privées? Bon, bref, voilà. Mais au-delà de ça, même, au-delà du fait que ce sont des paroles privées et que du coup, effectivement, on n'aurait pas dû les savoir, c'est quand même extrêmement représentatif d'une angoisse qu'ont énormément de nanas qui vont porter, mais de nanas, mais de plein de gens d'ailleurs, qui ont globalement les gens qui vont porter plainte pour agression sexuelle notamment, mais aussi, mine de rien, pour violence conjugale et pour plein d'autres trucs. C'est très représentatif, je trouve, de ce dont on a peur quand on va porter plainte globalement. Donc c'est intéressant quand même de lire ça, mais effectivement, hein, le fait est que ce policier n'a pas eu de chance dans l'absolu, parce que ça aurait très bien pu passer complètement inaperçu. Que dis-tu, Rashka Barbare? Les cheveux courts, c'est la vie, mais je veux bien le croire, j'ai jamais eu les cheveux courts. J'ai jamais eu les cheveux courts. Le mec, je me casse cette chaîne de gossis, tout le monde. C'est ça. Mais non, mais le pauvre devait être surmené, puis il respecte la présomption d'innocence de l'accusé pour un débat équilibré. Bah, salut les Lizards, c'est pas grave, on vient vraiment juste de commencer. Salut Ishnak. S'il fallait retirer tous les flics qui insultent les femmes, il y aurait plus grand monde dans la police. Mais c'est un peu ce qui est dit en gros, c'est un peu ce qui est dit en mode bah écoutez, on commence par ça et puis après où est-ce qu'on va? En gros, c'est ça. Donc bon, bref, on va en parler. Mais en 2 semaines, Gérald a dit que toutes les victimes portent plainte et sont bien reçues. Je ne sais plus qui croire ou que croire, mais je comprends, Madouk, c'est perturbant. Je trouvais que j'ai déjà eu des paroles pas très safe envers certaines équations différentielles. Si c'est que envers les équations différentielles, ça va. Ça va. Salut Madame Machin, et oui, notre chère police, voilà. Donc, on va lire ça. Grosse pute, l'insulte d'un policier à propos d'une plaignante pour agression sexuelle. Nous avons également Gérald Darmanin qui veut révoquer le policier qui a traité de grosse pute une femme ayant porté plainte pour agression sexuelle. Alors attendez, parce que là, ça me perturbe complètement. Je n'ai pas remis ça au bon endroit. J'étais là, à la base. J'étais là, Gandalf. Voilà. Je suis là, moi, normalement. Parce que la dernière fois, c'était pas facile. Ah mais non, mais pas du tout, j'ai pas mis le cadre animé au bon... Oh là là. C'est que la dernière fois, voilà, c'était pas facile à suivre pour vous si je ne me mettais pas à cet endroit-là, mais quelque part, c'est ici qui est ma vraie place. Donc stop, maintenant. Stop. C'est ici. Je suis juste en dessous, normalement. Je ne suis pas au-dessus, comme ça. Les sous-titres, c'est terminé, voilà. Je me réchauffe mes œufs brouillés aux champignons
Et vraiment, c'est bon, mais ça ressemble à R. De toute façon, dès qu'il y a des champignons quelque part dans une recette, c'est rare que ça ressemble vraiment à quelque chose. Maintenant que tu le dis, c'était bizarre de regarder en haut de l'écran. Oui, bah voilà, c'est ça. Parce que je suis en bas, normalement. Bonjour, ce qui m'énerve avec ça, c'est qu'il y a encore l'argument « Non, mais c'est un cas isolé, arrêtez de faire des généralités, ça me blase. À quel moment les gens comprendront que le sexisme est systémique ?» Mais justement, on va en parler parce que, effectivement, il y a un truc très simple à répondre à toutes les personnes qui disent mais ça va, c'était juste des paroles en gros en l'air, c'était un mec qui était qui parlait en plus à quelqu'un d'autre, c'était même pas dirigé vraiment envers elle, etc. Bref, il y a plein de trucs à répondre à ça, on va voir ça ensemble. Alors, est-ce que c'est toujours un plaisir d'assister à des lives dans lesquels vous entendez quelqu'un se moucher et renifler de façon extrêmement régulière? Hein? Voilà. Donc, Gérald Darmanin veut... Et donc ensuite, voilà, on va lire la suite un peu avec Gérald Darmanin qui veut révoquer le policier qui a traité de grosse pute une femme ayant porté plainte pour agression sexuelle. Vraiment, ce Gérald Darmanin, mais quel homme, hein, quel sauveur des femmes, on le sait. Ensuite, j'aimerais vraiment qu'on arrive à lire cette putain de tribune. Ça fait 4 fois au moins que je dis on va la lire et qu'on n'a jamais le temps pour la lire. Cette fois-ci, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps pour la lire, donc je la mets assez tôt dans la revue de presse. Candidat, engagez-vous sur les 10 mesures de notre plan d'urgence pour l'égalité femmes-hommes, et je le ressors. Je serai perturbée le jour où tu ne seras pas enrhumée, Elsa, mais je vous assure que je l'étais pas avant. Là, ça fait 2 semaines que ça dure. Mais je vous jure que j'étais pas enrhumée avant. J'ai déjà été pas enrhumée. Pour les gens qui ne sont là que depuis 2-3 semaines, sachez qu'il fut un temps où je n'étais pas enrhumée. Vraiment, je vous le dis. Donc, candidat, engagez-vous sur les 10 mesures de notre plan d'urgence pour l'égalité femmes-hommes. Je l'ai ressorti notamment parce qu'il y a ça qui est sorti. Il y a un manifeste qui va paraître ce jeudi, un manifeste de Céline Pic, économiste et porte-parole de l'association Oser le féminisme, qui livre une série de pistes pour un monde plus égalitaire et du coup, fiscalité, pension alimentaire, congé paternité, 5 propositions pour déviriliser le monde. Il me semble que c'est le terme, effectivement, qui est employé, c'est même le nom du truc, il me semble. Oui, déviriliser le monde, c'est ça. C'est même le nom du manifeste. Donc voilà, on va voir ces 5 propositions assorties avec ces 10-là, ça me semblait être plutôt bien. Ensuite, il y a Libération qui a sorti un petit dossier sur la sexualité. J'avais envie de vous en parler parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps en vrai, donc voilà. Non, alors même pas allergie. Même pas allergie, vraiment juste un vieux rhume de merde que j'ai depuis un mois. Voilà, je chope tout ce que l'infin chope et l'infin chope tout ce qui passe. Donc effectivement, je tousse et je me mouche depuis à peu près un mois, ce qui est un véritable enchantement et un véritable plaisir, bien évidemment. Et bien évidemment, j'ai fait 50 tests et autotests et je ne suis point covidée. Ensuite, oui, si on a le temps, féminisme et réseaux sociaux, une arme à double tranchant. On parle un peu en ce moment de féminisme et réseaux sociaux, donc si on a le temps, on lira ça. Et nous avons également un petit article de Libération sur Kanye West, un billet en vrai, ça dure très peu de temps, sur Kanye West, harceleur public. Depuis des mois, le rappeur poursuit son ex-femme Kim Kardashian via les réseaux sociaux. Bon voilà, qui est perturbé sur le fait que Kanye West n'est pas quelqu'un de très équilibré, je pense personne, mais enfin tout de même c'est assez important d'en parler parce que c'est des comportements qui sont dangereux en vrai, donc du coup si on pouvait éviter de glamouriser ce genre de comportement, ce serait cool. Ace Unite. Tout à fait. Ah oui, le féminisme ça va si on n'entend pas parler, sinon c'est dangereux. Eh oui. Eh oui. Bonjour, c'est ici le stream d'une Elsa qui n'est pas à sa place et se fait vampiriser par le gauchisme. Yes, c'est là. C'est là LSN. Parfaitement. Pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, encore une fois, je vous encourage à aller voir mon dernier tweet. Parce que ce serait trop long à vous expliquer tout ça. Donc, on va commencer. Je vais me moucher avant, comme ça vous n'allez pas avoir, vous savez, le léger nez bouché. J'arrive. On dirait que je sniffe de la drogue. Vraiment parfait. Mais vraiment, j'essaie d'éviter de mettre un peu loin du micro, en fait, pour que vous évitiez d'avoir les bruits de mouchoirs qui sont très très peu agréables, mine de rien.
Donc, putain, l'insulte d'un policier à propos d'une plaignante pour agression sexuelle. Mediapart s'est procuré l'enregistrement d'un message laissé par mégarde par un policier sur le répondeur d'une femme de 34 ans qui venait de porter plainte pour agression sexuelle. Alors je sais que comme ça, les personnes qui lisent ce truc-là et qui n'ont pas du tout connaissance de l'affaire, message laissé par mégarde, ça fait drôle. Je vous assure que c'est réellement un message laissé par mégarde, si seulement ça avait été grosse pull. Vraiment. Il l'insulte à plusieurs reprises. Juste après la publication de notre enquête, la préfecture de police a précisé avoir demandé la suspension du fonctionnaire. Une pute, 3 fois en l'espace de quelques secondes, émaillée de 2 putains. Le policier ne retient plus sa colère. Putain, elle refuse la confronte en plus, la pute, comme par hasard. En fait, c'était juste pour lui casser les couilles. Peu après, il conclut putain, grosse pute. Ces mots, personne, hormis les agents et les agentes présents et présentes ce jour-là au commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris, n'aurait dû les entendre. Ils ont été enregistrés par mégarde sur le répondeur d'une jeune femme venue porter plainte quelques heures plus tôt pour agression sexuelle. Voici les principaux extraits du message. Les voix ont été légèrement modifiées pour préserver l'anonymat des fonctionnaires. Je vais vous les mettre. Je vous préviens, c'est 2 minutes 21 d'intense violence. Je ne peux que vous encourager à muter le son. On va essayer de le faire en un seul coup, cet enregistrement, pour éviter que ceux qui veulent muter le son n'aient trop longtemps à muter. Donc normalement, vous partez pour 2 minutes 20 de mute. Si vous ne voulez pas l'entendre, attention, c'est parti. Oui, bonjour, commissaire de police de Paris du 5e arrondissement. Je vous rappelle par rapport à ce qui s'est passé hier, écoutez, merci de me rappeler au plus vite, j'aurais besoin de vous réentendre donc, sur les faits. Donc, vous pouvez me rappeler au 01. Au revoir. Merde, moi je le rappelle après. Là, je la rappellerai de toute façon, parce que là, elle peut jouer, elle est en train de tuer. Ah, c'est tellement pas compréhensible. Je crois putain, mais la plainte elle est incompréhensible. Je crois un groupe de personnes sans y prêter attention quand je sens des doigts caresser dans les yeux, d'avant en arrière. Mais à quel moment on sait même pas de qui elle parle. Ça n'a pas de sens en fait. Bah évidemment, elle refuse la confrontation. Hein. C'est vraiment une pute, hein, comme par hasard. Putain. Elle refuse la confrontation en plus, la pute. Comme par hasard. En fait, c'était juste pour lui casser les couilles, hein. Je suis sûr. Ça dérange. Tu vois, je sais pas, il y a un conjoint féminin, je sais pas, il lui arrive un truc comme ça. Déjà, il faut une mandale au mec. Et après, elle va vouloir en fait une confrontation, histoire de lui sauter la gueule encore plus sur l'audition, quoi. Et putain, bah, grosse pute. Voilà, donc clairement, encore une fois, on voit que c'est pas volontaire. Effectivement, on peut se dire que c'est pas de peau, hein, c'est pas de peau pour lui qu'on ait entendu tout ça. Après, est-ce que réellement on est étonné par ça? Voilà, est-ce qu'on est réellement étonné? Cela dit, il y aura des sous-titres aussi. Oui, voilà, pardon. Oui, effectivement, fallait me fixer dans les yeux. Hein. C'est pour ça que je faisais ça, parce que sinon il y a des sous-titres, effectivement. Oui, parce que la meuf a pris l'ordi et rédigé la plainte elle-même, bien sûr. Oui, en plus, oui, il me semble qu'il dit je crois un groupe, je sais pas trop quoi, alors que ça se voit que c'est juste le policier qui a pris la plainte, qui a oublié un E et que c'est je croise un groupe. Enfin, c'est voilà, même nous de l'extérieur et sans avoir le contexte, on le sait quoi. Trichomanie, violence, meurtre, mutilation, ce qu'il fait, c'est absolument affreux, mais je peux pas m'empêcher de me dire que lui, il se fait jeter de suite, mais les policiers qui ont tué ou mutilé en manif, nope, je comprends pas le rapport de Darmachin et de leur hiérarchie avec les policiers. Mais de toute façon, globalement, là, effectivement, c'est un concours de circonstances, mais oui, on est bien d'accord que personne n'est surpris par ça, vraiment. Personne n'est surpris par ça. Il a dû blanchir sévère quand il a vu que c'était mal raccroché. Ouais. Oui, oui. Bah oui, puisqu'après, il le raccroche bien, donc il doit se dire...
Même si les insultes n'ont pas été directement dites à la victime, les flics sont censés nous protéger, lolilol. Ça me rappelle un groupe Facebook de psy dont je faisais partie quand j'étais en master de psycho. Les psys se lâchaient complètement en insultes envers leurs patients, notamment en jugeant leur infidélité. Horrible, comment faire confiance après? Bah, oui. Mais en soi, la personne derrière, elle a pas l'air non plus d'aider la plaignante, elle a l'air d'enfoncer la plaignante. On l'entend pas très bien, cette personne derrière, mais oui, effectivement, elle a pas l'air de particulièrement défendre le truc, quoi. C'est des propos à la fois outrageants et tellement banals, il suffit de voir les coms sous les témoignages de violence. Mais non, mais complètement, complètement. Elodie, donc je suppose que le nom a été a été modifié, parisienne et professeure de 34 ans, passe la soirée du 4 au 5 février en plein cœur du quartier latin. La soirée se prolonge tard dans la nuit. Vers 3h du matin, avec sa copine Amandine, elles sortent du bar où elles ont bu plusieurs verres et s'éloignent en riant. Attention à nouveau, je pense que trigger warning, là je pense qu'ils vont raconter l'agression. Elodie marche à reculons jusqu'à ce qu'elle croise dans son dos un autre groupe. Alors, raconte-t-elle dans le procès-verbal consulté par Mediapart, elle sent des doigts caresser sa vulve d'avant en arrière. Je bondis et je plaisante avec les amis en leur disant qu'il m'a mis un doigt dans le cul, dira-t-elle plus tard au policier. Mais très vite, Elodie se dit que c'est pas normal, et le ton monte avec le petit groupe. Elle décide d'appeler la police. Après, la personne derrière est peut-être juste polie avec son collègue en disant ouais, pour avoir l'air d'abonder, je fais lâchement ça parfois. Non, mais je comprends aussi. Non, mais c'est pour ça que la personne derrière, on peut pas dire grand-chose dessus. Mais le flic, par contre, oui. La jeune femme raconte à Mediapart avoir été victime de violences sexuelles quand elle était jeune. Elle a aussi subi des violences conjugales. En novembre 2019, son ancien compagnon a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Je ne veux plus du tout me laisser faire, nous dit-elle. Alors cette nuit-là, j'ai commencé par blaguer. Puis je me suis dit que ce n'était pas ok. Elle se sent mal, elle est choquée, se met à trembler. Les forces de l'ordre arrivent rapidement sur les lieux, d'après Elodie. Les policiers tentent de comprendre ce qui s'est passé. Après de longs pourparlers, un policier aurait notamment suggéré de déposer une main courante plutôt qu'une plainte, selon les deux amis. L'agresseur présumé est interpellé et une enquête en flagrance est ouverte. L'audition d'Elodie se passe bien. Le policier m'a écouté. Quand j'ai pleuré, il m'a dit que cette plainte était importante. Mais sur le procès-verbal, le déroulé des faits n'est pas toujours clairement décrit. Cette question du policier interpelle. Pouvez-vous me décrire votre tenue vestimentaire? Ça aussi, est-ce qu'on est surpris de ça? Encore une fois, ça peut sembler quelque chose d'assez banal. Et là, pour une fois, en plus, elle dit que la plainte est bien prise, que elle s'est sentie écoutée, que le policier a dit que la plainte était importante, etc. On a quand même, bon, ce genre de questionnement. Après, là, pour le coup, vu que c'est sur un attouchement, on peut se dire que peut-être il a voulu savoir à quel point l'agresseur a pu toucher directement la vulve de la personne ou pas, je suppose. Mais bon, n'empêche qu'on a tendance à être assez en méfiance avec ce genre de questionnement-là, parce que juste ce sont des genres de questionnements qui très souvent servent à excuser, avec plein de guillemets, le comportement de l'agresseur, alors que, encore une fois, la façon dont on est habillé, on le sait très bien, ne change rien du tout à une agression, ne change pas non plus la probabilité d'agression. Voilà, je pense que la personne qui les dirait se ferait dévisager en mode « il va pas bien ». Ah pardon, genre dans la salle, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Genre dans la salle des profs, dans mon labo, j'ai jamais entendu de tels mots sur un étudiant. Qu'est-ce que tu disais avant? Est-ce que tu disais des trucs avant que je ne connais pas? Je ne sais pas. En soi, c'est en partie vrai, c'est pas de bol, mais si c'est involontaire et que derrière elle se suicide parce qu'elle était à bout et que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça excuse? Bah non, bien évidemment pas. Bien évidemment pas. J'ai pensé pendant une petite seconde, oh ça va, le trigger warning, c'est un article de presse, ils vont garder ça propre, et puis j'ai un peu vomi. Bah oui. De toute façon, quand tu te sens autorisé à avoir ce ton et ces mots sur le travail, bah oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est une évidence. Je pense que la personne qui les dirait se ferait dévisager en mode il va pas bien, mais oui, bien sûr. Oui, bah dans ce cas, tu poses une question qui demande directement ce que tu cherches à savoir, par comment t'étais habillé aussi. Mais non, complètement. Oui, je me dis comme toi que c'était peut-être pour savoir si c'était un contact à travers un pantalon ou pas, même si ça reste une question problématique et que ça change pas grand-chose au fond. Mais complètement. Mais effectivement, comme le dit Leslie Lizard, tu peux aussi demander directement, poser directement ta question, quoi. Mais le fait est que elle dit que ça s'est bien passé, le policier l'a écouté, quand j'ai pleuré, il m'a dit que cette plainte est importante, etc. Épuisée, la jeune femme rentre chez elle au petit matin. Elle dort quelques heures. À 13h42, son téléphone sonne. Numéro masqué, message. Elle l'écoute. Quelques minutes plus tard, à l'arrière d'un taxi qui la conduit chez sa mère. C'est son anniversaire. Le message dure 3 minutes 22 secondes. Un policier, qui n'est pas celui qui l'a accueilli au commissariat et qui ne donne pas son nom, l'appelle pour lui demander de compléter sa plainte. On entend « Oui, bonjour, commissariat de police de Paris, des 5e et 6e arrondissements. Je vous rappelle par rapport à ce qui s'est passé hier. Écoutez, merci de me rappeler au plus vite, j'aurais besoin de vous réentendre sur les faits. » Il salue, puis on entend le bruit d'un combiné que l'on repose, mais mal, le téléphone n'est pas raccroché. Elodie n'aurait jamais dû entendre la suite, elle est glaçante. Le policier plaisante avec une de ses collègues. Alors, du coup, bon, si vous ne voulez vraiment pas entendre ce que dit le policier, ne m'écoutez pas là maintenant, mais au moins vous n'allez pas savoir
voix à lui. Je la rappellerai de toute façon parce que là, elle doit être en train de cuver. Puis il lit à haute voix le procès-verbal. C'est tellement pas compréhensible, dit-il plusieurs fois. Il continue, elle n'a pas de sens la plainte en fait. Je l'ai lu comme toi, répond la collègue. Puis des bruits au loin, on distingue quelques mots, on imagine le policier poursuivre sa lecture, il atteint la fin du document. Élodie y indique qu'elle ne souhaite pas de confrontation avec le mis en cause, c'est son droit, et c'est fréquent en matière de violences sexuelles. De surcroît, la Parisienne a déjà subi une confrontation pour les violences conjugales dont elle a été victime. C'était dans le même commissariat, elle en a gardé un souvenir épouvantable. Le policier enregistré par mégarde lance « Ah, évidemment, elle refuse la confrontation, c'est vraiment une pute, comme par hasard. Putain, elle refuse la confronte en plus, la pute. Comme par hasard. En fait, c'était juste pour lui casser les couilles, je suis sûre, c'est aberrant. Ouais, je sais pas, moi, moins compréhensible. Il lui arrive un truc comme ça, déjà elle fout une mandale au mec, et après elle va vouloir une confrontation, histoire de lui péter la gueule encore plus sur l'audition. Putain, grosse pute. » Sur le message, quelques secondes de silence, puis un bruit, cette fois le combiné est bien replacé. Encore une fois, hein, c'est des mots effectivement qu'on n'aurait pas dû entendre, qui n'auraient pas dû être audibles pour elle, mais sauf qu'ils le sont, et que ça révèle tellement violemment la façon dont, encore une fois, les gens ont peur de porter plainte, vraiment, parce qu'on sait qu'on peut tomber potentiellement sur un policier pareil. Donc si j'ai bien compris, c'est pas le même policier qui a pris la plainte et qui l'a appelé. Non, c'est pas du tout la même personne qui a pris la plainte et qui l'a rappelé après. Visiblement, la personne qui a pris la plainte, elle en a été plutôt contente. Elle a dit que la plainte avait été bien prise, que on lui avait dit que sa plainte avait du sens, que c'était important, etc. Donc non, vraiment pas. Il y a eu, visiblement, c'est vraiment pas les mêmes personnes. Et même ce policier-là se plaint que la plainte n'est pas compréhensible, visiblement, selon lui, et qu'elle n'est pas complète, et que c'est pour ça, du coup, qu'il rappelle cette nana pour pouvoir lui en parler, et pour qu'elle revienne, visiblement, pour redonner sa version des faits, parce que c'est pas compréhensible. Donc, effectivement, on a énormément dit, j'ai énormément lu le côté « oui, mais c'est un seul policier, c'est des comportements qu'il aurait sûrement pas devant elle, etc. » Mais peu importe, quelque part, si c'est des comportements qu'ils n'ont pas devant elle, le fait est que c'est très, très, très représentatif d'un comportement qu'ils ont, certes, derrière les personnes, mais sauf que, encore une fois, c'est cette crainte-là d'avoir des policiers qui vont juger comme ça derrière qui fait que énormément de victimes n'osent pas porter plainte, ne veulent pas porter plainte. Est-ce que c'est violent ce genre de comportement? Bien évidemment que oui. Est-ce que c'est violent même si la victime ne l'entend pas? Bien sûr que oui. Encore une fois, ça entretient une espèce d'environnement hyper hostile aux victimes de violences sexuelles, ce genre de truc-là, dans les commissariats. Et encore une fois, effectivement que c'est pas tous les policiers, et on a le témoignage de la plaignante qui dit que sa première plainte a été prise de façon très professionnelle et par un policier qui l'a écoutée et qui a compris ce qu'elle voulait, qui lui a dit que cette plainte était importante, etc. Donc du coup, bien évidemment qu'on a des bons policiers qui font bien leur job, mais tout est détruit, entre guillemets, toute cette confiance-là qui doit être construite, qui est nécessaire, encore une fois, c'est bien sûr que c'est nécessaire. Toute cette confiance-là est détruite par ce genre de policiers-là, d'individus-là, qui ensuite arrivent et dit des choses pareilles. Le truc le plus violent, c'est que, justement, quand on a vent de cette affaire, le premier truc qu'on se dit, c'est « Ah bah oui, bien évidemment ». On n'est pas surpris, c'est pas normal qu'on ne soit pas surpris ou surprise par ce genre de comportement-là, et c'est pas normal non plus qu'on trouve que c'est déjà bien qu'il y ait un policier qui ait bien pris sa plainte au début. Enfin voilà, que dire là-dessus? C'est pas normal en fait, c'est pas normal, et c'est pas normal que des individus pareils détruisent la réputation de toute la police et qu'on se retrouve en gros à être angoissé à l'idée d'aller porter plainte alors que voilà, logiquement on est censé être reçu plutôt par des policiers comme celui qui a pris la plainte la première fois. Mais c'est très révélateur, encore une fois, le fait qu'on soit pas plus étonné que ça, c'est très révélateur. Elle dit que le policier a dit que la plainte est importante, mais le policier ne lui a pas fait déposer une main courante. Je comprends pas. Non, je crois que
au final, c'est un autre du groupe de policiers qui est intervenu sur place, qui lui a dit qu'elle devrait plutôt poser une main courante plutôt qu'une plainte. Et finalement, je pense que elle a décidé qu'elle allait porter plainte. Et c'est ce policier, donc un autre policier que celui qu'on entend, qui lui a pris sa plainte. Voilà. Non, mais on a besoin d'avoir les circonstances d'après toutes les parties. Imaginez que l'agresseur raconte que l'agressé s'était déshabillé volontairement. On rêve tous de tabasser des gens dans un commissariat à la vue des flics. Non, personne. Bah non. Il aurait peut-être pas ces mots-là devant elle, mais le comportement traduit sa pensée. Non, mais dès le début, il décide que c'est à jeter de toute manière. Je rappellerai parce qu'elle est en train de cuver, dirait que c'est elle le problème. Et après, il cherche des arguments comme quoi il a raison de l'accuser de tous les maux. Mais oui, bien sûr. Là, il y a le comportement, là, il y a la totale. C'est-à-dire qu'il y a le côté, le shaming de la victime, le fait d'essayer de foutre la honte à la victime au maximum. En mode, mais de toute façon, elle était trop alcoolisée. Là, elle doit être en train de cuver. C'était juste pour le faire chier. C'est très représentatif, ça, ce truc-là de toute façon, c'était sûrement faux et c'était juste pour faire chier la personne qu'elle a accusée. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc. Il y a tout, en fait. Il y a tout qui réunit. Vraiment, tout. Le fait d'essayer de foutre la honte à la victime, le fait de se dire que la victime, elle dit sûrement des conneries juste pour faire chier le mec qu'elle a accusé. Voilà, non, il y a vraiment tout ce qu'on... Et puis, il est bien évidemment l'agressivité, la violence verbale, tout ce qu'on veut. Vraiment, tout ce qu'on craint dans ce genre de cas-là, tout est là. Puis il y a aussi le rapport à la violence, il pense qu'elle devrait être violente avec son agresseur, il pense que toute injustice doit être réglée comme ça, et sinon, bah tu mens. Effectivement, il y a aussi ce truc-là, donc on n'a pas encore abordé, mais il y a le côté, pourquoi est-ce qu'elle lui a pas foutu une mandale, en fait, je comprends pas. Il y a cette espèce de d'attitude circonspecte envers les personnes qui se défendent pas immédiatement, violemment, n'ont pas de répercussions, on va dire, ne causent pas de répercussions violentes sur l'agresseur. Il y a vraiment ce truc, en fait, qui est, encore une fois, la base de la culpabilisation de la victime dans un viol, par exemple, ou dans n'importe quelle violence sexuelle. C'est le truc de pourquoi est-ce qu'elle s'est pas défendue ? Bah, elle aurait pu se défendre, pourquoi elle s'est pas défendue ? Pourquoi est-ce qu'elle a pas essayé de partir ? Pourquoi est-ce qu'elle a pas tabassé le mec ? Et une fois que la plainte est posée, pourquoi est-ce qu'elle veut pas de confrontation ? Je comprends pas, elle pourrait encore plus lui en mettre plein la gueule à ce moment-là. Sauf que non, bien évidemment que non. C'est pas ça que recherche une victime, potentiellement. Et en plus de ça, visiblement, elle a déjà une très mauvaise expérience avec des confrontations, elle a pas envie de revivre ça, et elle en a le droit. Donc du coup, vraiment, qu'est-ce qui pourrait plus mal se passer que cette espèce de message qui comprend, mais vraiment, encore une fois, tous les trucs qui ne vont pas dans les dépôts de plainte très souvent. Le fait est que, au vu des commentaires qu'il a fait, il ne l'aurait pas écouté convenablement et pas cru. Non, probablement pas. Salut Quentin, pardon, je t'ai pas vu arriver. Et salut Daf Pujadas. Bonjour, contrôle de police. Je dois avoir mes papiers quelque part. Et puis le mec a dit ça ouvertement dans le commissariat et personne ne l'en empêche ou le rapporte. Oui, en plus de ça. Alors... Après, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est fait un peu l'avocat du diable au-dessus en disant « Oui, mais si ça se trouve, si c'est un peu un mec, genre un bully un peu, et qu'il parle mal à tout le monde, potentiellement, les autres ont acquiescé pour juste dire « Oui, voilà ». Bon, encore une fois, on peut se dire que potentiellement les personnes derrière n'y sont pas pour grand-chose ou acquiescent par peur d'être désolidarisées du groupe ou je sais pas quoi. Mais peu importe, je veux dire, l'ambiance là qui ressort de ce commissariat en dehors des yeux, on va dire, des plaignants, c'est une ambiance de commissariat qui n'est que trop connue, mine de rien, et qui n'est que trop redoutée, en plus, par les gens, globalement. Le premier problème que je vois par rapport à cette histoire, c'est que les institutions ne veulent même pas admettre qu'il y a un problème. Enfin, quand je dis les institutions, je veux dire Darmanin surtout. Oui, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple de dire « mais c'est un policier, et ça va, on le vire, et c'est bon ». Moi, ce que je trouve le plus anormal dans l'histoire, c'est que ce soit toujours ramené à une affaire de personne, parce qu'au final, il n'y a pas que pour les victimes que c'est dérangeant. Les bons policiers ne peuvent pas faire leur boulot correctement si on passe notre temps à valider le comportement des mauvais. En fait, direct, il est du côté de l'agresseur, aucune neutralité, tout à fait. Salut Mizuo, je me demande si elles sont pas obligées de demander comment elles sont habillées pour avoir un max de détails, même si on est d'accord que ça ne change rien. Peut-être. Je me vois bien mettre une mandale à un gars dans un groupe d'hommes en sortie de bar, quelle bonne idée. Bah oui. Par rapport au fait de ne pas se défendre, il y a eu un clip à la télé pas trop mal fait avec l'avocat qui demande à la victime, sa cliente, pourquoi elle ne s'est pas défendue, et son mari qui le menace avec un couteau et lui explique la mécanique physiologique de la sidération. Oui, il me semble que c'est un extrait d'une série, il me semble, qui a été diffusée par Arte, je crois.
Mais je vois très très bien effectivement cet extrait-là avec le mari qui dit en gros, qui explique le mécanisme effectivement de sidération qui fait que le cerveau bloque tous les récepteurs pour dire en gros si tu bouges pas, peut-être que tu t'en sortiras en vie, etc. Il est très très bien cet extrait, effectivement, c'est très bien expliqué et c'est très bien foutu. Salut Schnickel, mais ça fait partie des problèmes de la police de faire genre j'ai rien vu quand les flics sont violents. En plus de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une il y a jamais une remise en question globale parce que c'est toujours des individus qui sont remis en cause, effectivement. Ça me saoulait, Darmanin va encore nous faire des puteurs de gazelle et passer pour féministe. Non, jamais il passera pour féministe, Darmanin, voilà, même s'il dit maintenant le côté oui, mais je suis à fond avec les victimes, gna gna gna, je pense que jamais Darmanin passera pour féministe. Quand elle écoute ces mots, Elodie est sonnée, tu m'étonnes. Elle arrive chez sa mère, c'est là qu'un autre policier la rappellera pour insister. Elle doit venir au commissariat, le mis en cause est en garde à vue, il faut faire vite. Elle s'y rend à 17h. Amandine, son amie, et Guillaume, son compagnon, l'accompagnent. D'après leurs récits convergents, Elodie évoque alors, devant une policière, le contenu du message sur son répondeur. Arrive ensuite le responsable du commissariat du week-end, qui écoute l'enregistrement à la demande de la plaignante. Elodie a insisté pour le leur faire entendre. Au départ, les deux policiers n'avaient pas l'air d'en avoir grand-chose à faire. Ils insistaient juste sur le fait qu'ils avaient fait leur boulot pour le dépôt de plainte, raconte Guillaume. Après, le ton a changé, poursuit-il. La dame n'a pas répondu, elle était un peu estomaquée. Le monsieur ne savait pas trop quoi dire, il a dit que c'était inacceptable, et qu'il avait reconnu les deux personnes qui parlent sur la bande. Il promet ensuite de faire remonter à sa hiérarchie, après qu'Elodie a précisé avoir fait un signalement sur le site de l'inspection générale de la police nationale. Et puis plus rien. L'audition d'Elodie s'est déroulée comme prévu, comme si rien ne s'était passé. Depuis, pas de nouvelles. C'est elle qui a commencé les démarches auprès de l'IGPN. Lundi 7 février, l'inspection a accusé réception et demandé l'envoi du message. Ce qui a été aussitôt fait. Mardi 15 février, Elodie y a été entendue. Elle a déposé plainte pour injure. Ce sera ensuite au parquet de Paris de qualifier les faits et de décider si une réponse pénale doit être donnée. Bon, les choses se sont faites petit à petit. Mais oui, les choses se sont faites lentement, surtout. Après, on pourra dire que quand même les choses se sont faites. Mais encore une fois, je veux dire, ce policier-là, ok, ça va être pris en charge, etc. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Il faut prendre une décision par rapport à ce policier-là, etc. Ok, pas de souci, très bien, les choses sont faites. Les choses sont faites. Mais c'est pas là-dessus que quelque part on doit revenir, c'est pas là-dessus que les gens reviennent d'ailleurs globalement, c'est pas là-dessus, c'est sur le fait de se dire mais regardez, au bout d'un moment à force de dire oui mais c'est un comportement isolé, oui mais ça c'est un comportement isolé, oui mais ça aussi c'est un comportement isolé, ça fait quand même énormément de comportements isolés qui n'ont pas lieu d'être dans un commissariat. Des attitudes pareilles envers des plaignantes, bien évidemment que ça influe sur le travail. Je me demande comment ce monsieur-là va prendre une plainte de quelqu'un qui vient se plaindre d'une violence sexuelle, alors qu'il réagit comme ça en dehors. Traiter une plaignante de grosse pute, remettre en question sa version des faits et se dire que c'est juste pour faire chier un mec, ben bien évidemment que c'est pas anodin, d'autant plus dans un lieu qui est censé avoir une certaine neutralité. Voilà, et alors oui, on peut se dire oui, mais c'est des humains aussi, etc., etc. Je le comprends, les policiers sont des êtres humains, on est d'accord, mais il y a aussi une façon d'être qui va influer sur ton travail, et c'est triste, mais quand tu es dans un milieu dans lequel tu es en permanence en relation avec des victimes, quand tu es dans un milieu dans lequel énormément de ton travail, ça consiste à du lien avec les gens, à du rapport avec les gens, et notamment avec des gens qui viennent se plaindre d'agressions sexuelles, quand tu as des comportements comme ça à l'extérieur, eh bien oui, c'est pas acceptable parce que forcément, on ne peut que se dire que tu ne vas pas réussir à avoir une barrière de neutralité quand il va s'agir de mener l'affaire jusqu'au bout, bien sûr. Bien sûr que ça demande réellement d'avoir une nouvelle discussion, de remettre en cause pour de vrai l'organisme police et de reprendre, on va dire, des enquêtes vraiment sur les personnes qui sont assermentées ou non pour faire ce genre de dépôt de plainte, etc. Est-ce qu'on a vraiment des policiers qui sont
au bon endroit, qui sont dans la bonne, oui, dans la bonne voie quelque part. Est-ce que vraiment là, ça encourage des victimes à aller porter plainte? Et effectivement, je vous ai vu le dire plusieurs dans le chat. On est face quand même à une personne qui a énormément de caractère. Elodie, là, elle a l'air d'avoir... alors, c'est pas son vrai prénom, hein, mais elle a l'air d'avoir de la suite dans les idées, parce que c'est pas une évidence de retourner au commissariat et de dire écoutez, je vais pas faire comme s'il ne s'était rien passé, j'ai reçu un message, je veux que vous l'écoutiez et je veux qu'il se passe quelque chose et j'ai porté plainte à l'IGPN et voilà. Enfin, il y a quand même une personne qui a énormément de force et d'énergie et de courage à mettre là-dedans. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont porter plainte, je pense, qui se font bolosser et qui se disent bon bah voilà, bah, de toute façon c'est les policiers donc je peux rien faire. C'est pas normal, encore une fois. Et se plaindre de ce truc-là, réclamer une nouvelle fois plus de formation au sein de la police, plus de contrôle au sein de la police autour de ça, ce n'est pas, comme j'ai pu le voir de la part de plein de personnes de droite et d'extrême droite, surtout sur les réseaux sociaux, ce n'est pas se plaindre de toute la police forcément en disant mais il faut plus du tout de police, etc. etc. C'est juste se mettre en face d'une organisation, d'un système qui ne fonctionne pas, qui fait peur en fait. Ce n'est pas normal que le système qui est censé nous protéger fasse peur à autant de gens. Et s'il fait peur à autant de gens, c'est à cause de personnes comme ça. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et on ne peut surtout pas faire comme si c'était un espèce de cas isolé où ça n'avait rien à voir avec rien et que du coup ça va. On peut pas faire ça. Voilà, parce que mais parce on en a besoin. Si, encore une fois, on réclame des mises à jour dans le système judiciaire, dans le système pénal, dans le système policier, si on réclame le fait qu'il y ait plus de formation, le fait qu'on se... Enfin, je sais pas, qu'on se pose les questions sur comment est-ce qu'on peut, au niveau de la justice, faire en sorte que les plaintes soient bien reçues. C'est normal qu'on se pose toutes ces questions-là, vraiment. Si on se pose toutes ces questions-là, si on demande une évolution de ces organismes-là, c'est aussi parce qu'on a besoin, bien évidemment. Et que moi j'encourage personne à se faire justice tout seul. Et se faire justice tout seul, qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes ont l'impression qu'il faut faire actuellement pour que la plainte soit prise au sérieux. Et le pire, c'est que c'est ce que ce policier dit. C'est-à-dire qu'il dit pourquoi elle lui a pas mis une mandale, quelque part, pourquoi est-ce qu'elle s'est pas défendue, comme si cette justice-là, c'était la seule qui comptait, c'était la seule qui était valable et qui allait aboutir. C'est-à-dire, c'est foutre une tarte au mec en se disant, voilà, comme ça, au moins justice est faite et je suis sûre qu'elle est faite. Ce n'est pas normal qu'on ait ce truc-là. Bien évidemment qu'on a besoin d'organismes judiciaires qui fassent leur boulot, en fait, et qui soient des organismes qui soient sûrs, où on puisse y aller en confiance, mais ce qui normalement est censé être le cas. Encore une fois, je le répète, avec ce genre d'organisme-là, on est censé y aller en confiance en se disant je vais porter plainte devant quelqu'un qui est neutre, je vais porter plainte devant quelqu'un qui, de base, est censé ne pas me faire sentir qu'il ne me croit pas. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve... que je trouve fou en fait, le fait qu'on ne remette pas en question la police tout entière à partir du moment où on voit qu'il y a autant de cas isolés avec de la violence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun policier qui est à sortir du lot, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun policier qui fait pas bien son boulot. Enfin, encore une fois, hein, vraiment, je veux pas critiquer tous les policiers, je fais un not all policier, not all cops, mais vraiment, ce n'est pas possible qu'on entende encore des choses pareilles. Et ce n'est pas possible qu'on entende encore des choses pareilles et qu'on se dise, bah oui, c'est normal et je suis pas... Enfin, c'est normal. En tout cas, je suis pas surprise, quoi. C'est pas normal. Le rôle de Mediapart est tellement important pour mettre en lumière ce genre d'événements, heureusement qu'ils sont là. Ouais. Mais comme si c'était le seul, le ou les collègues à côté n'avaient pas l'air gênés de ces injures. Mais oui, c'est ça. Encore heureux que ce soit des humains, le jour où je tomberai sur une girafe en uniforme au Comico, l'effet de sidération sera bien concret. Tu m'étonnes. Peut-être pas gêné, mais plutôt habitué, ouais. Et t'imagines ce genre de message si tu es déjà en dépression à cause de l'agression, le risque de suicide est énorme. Mais non, mais complètement. En Amérique du Nord, ils étudient ces questions pour remplacer la police, c'est très sérieux. Même la justice est remise en cause car elle valide des condamnations racistes et en annule d'autres. Mais de toute façon, c'est une certitude qu'il y a une vraie problématique autour du judiciaire.
globalement. Enfin, encore une fois, il y a qu'à voir à quel point ici, dans ces revues de presse, c'est très très rare les semaines où on ne parle pas d'un procès qui foire, de plaintes qui sont pas prises, ou au contraire de plaintes qui ne vont pas aller même être déposées, même si elles auraient été prises, parce que juste on se dit bah ça servira à rien, ça va mener à rien, je vais pas être écoutée, je vais pas être bien reçue, j'ai peur de revivre des traumas. Bien évidemment qu'il y a un problème autour de ça, vraiment. Je pense qu'il y a un problème dès la sélection, j'ai l'impression qu'être un gros macho viriliste, c'est limite un bon point. Après, bon, maintenant qu'on l'a évoqué, plus toute police, on peut y réfléchir. Mais oui, dans tous les cas, oui, il y a un problème de sélection aussi au début, mais il y a un problème de formation, il y a un problème de plein de trucs. Il faudrait que les collègues témoins de ce genre de comportement n'en soient pas complices et qu'il n'y ait pas de réprimande, ou pire, pour ceux qui le signaleraient réellement à la hiérarchie. Mais oui, c'est tout un système qui est à revoir. Malheureusement, le truc, c'est que c'est pas une histoire de niveau, une histoire de qui est sélectionné. La police a toujours eu ce genre de comportement systémique, même quand les gens sélectionnés étaient sélectionnés avec plus de points. Les grands généraux qui sortent de la bourgeoisie sont les mêmes. Pourquoi vous lui avez pas donné l'occasion de porter plainte contre vous pour coups et blessures où il y aurait une preuve, contrairement à votre agression sans trace? Oui, on critique l'institution, tout à fait. Pardon, je passe un peu vite parce que vous avez été très nombreux à réagir. Si c'est comme mon ex qui est rentré dans la police parce qu'il a vu de la lumière et qu'il s'est dit qu'être fonctionnaire, c'est sympa, j'aurais moins peur si je voyais une girafe en uniforme. Le problème, c'est que le principe même de la police, c'est pas de nous protéger institutionnellement, ce sont des forces de l'ordre au sens de l'ordre bourgeois. Ils sont là pour imposer et maintenir par la force l'ordre bourgeois. Mensonge, Elsa, mensonge, toutes les victimes portent plainte, toutes les plaintes sont reçues, toutes les conclusions sont tirées. N'est-ce pas, Darmanin? Hein? Voilà. Mais oui, voilà, on est quand même sur un truc. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on soit pas surpris et surprise, quoi. Voilà, c'est ça qui me désole. Où est-ce qu'on en était là? Nous avons saisi l'IGPN et nous espérons que l'enquête aboutira à des poursuites tant pour ma cliente que pour toutes les femmes victimes de ces situations, explique son avocat Arié Halimi. Il estime que les propos du policier reflètent malheureusement le quotidien à la fois des violences conjugales, des agressions sexuelles et des violences policières. Derrière les discours et les promesses, il y a une absence totale de considération, conclut Maître Halimi. Oui. Contacté par Mediapart lundi 14 février, la préfecture de police de Paris, dont dépend le fonctionnaire mis en cause, a confirmé que la hiérarchie du commissariat du 5-6 a bien été avisée des faits dénoncés. L'enregistrement a été remis à la hiérarchie, des explications écrites ont été demandées aux fonctionnaires. Le préfet de police de Paris a saisi l'IGPN lundi 14 février, précise la préfecture. On ne connaît pas la nature ni le cadre des explications écrites demandées. Peu après la publication de notre article, le préfet de police Didier Lallemand a précisé avoir demandé la suspension à titre conservatoire du fonctionnaire. Il condamne fermement les propos inadmissibles tenus par un fonctionnaire de police à l'égard d'une victime d'agression sexuelle dont il a pris connaissance, et la préfecture rappelle son plein engagement pour améliorer l'accueil et la prise en charge des victimes de violences conjugales et sexuelles dans l'ensemble des commissariats de son territoire. Aucun comportement offensant ou injurieux ne sera toléré de la part d'un fonctionnaire de police vis-à-vis d'une victime, conclut le communiqué. Heureusement qu'ils font des communiqués, parce que sinon ce serait compliqué, on n'y croirait pas. Là, c'est même pas un manque de considération, il l'insulte, quoi. Mais oui, oui. Non, mais carrément. C'est pas un manque de considération. C'est pas un manque de considération, ça va au-delà de ça. En fait, si ça, c'est un manque de considération, alors qu'est-ce que c'est qu'une insulte? Enfin, vraiment. Élodie, elle, espère que son histoire ne restera pas sans conséquence. Si elle choisit de la médiatiser, c'est parce que, dit-elle, je ne pouvais pas le garder pour moi. Je suis féministe, je le fais pour toutes les femmes qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Ce n'est pas que mon affaire, ce n'est pas personnel, glisse-t-elle. Et oui, le fait est que oui, ce n'est pas que son affaire, et c'est pas personnel. Et elle fait bien de dire ce n'est pas personnel, parce que même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, finalement, même le fait de porter plainte contre ce fonctionnaire-là, ce n'est pas personnel envers ce fonctionnaire-là. C'est un système tout entier, encore une fois, qui est montré du doigt là-dedans. Alors oui, c'est ce fonctionnaire-là pour une fois, mais ça pourrait être un autre moment. Enfin, je veux dire, voilà, c'est global, on va dire. De toute façon, comme la méfiance envers les policiers et le fait d'avoir peur que les policiers ressemblent à ce policier-là, c'est global et ça part pas de rien. Didier Lallemand, déjà, qu'est-ce qu'il fout toujours là, cette raclure de résidus d'égout? Eh bien, on se le demande un petit peu. Je raconte les faits à mon marais, elle me répond précisément qui ça étonne. Bon, lui a vraiment souffert à cause des flics en ayant grandi en quartier populaire. Mais le fait est que oui, qui ça étonne?
Qui ça étonne? Je suis d'accord avec ton marais. Qui ça étonne? Darmalsain qui fait genre... Mais en plus de ça, on a Darmanin qui arrive et qui dit toujours qui dit toujours ce qu'on s'attend à ce qu'il dit, c'est-à-dire le côté oh là là, ben attention, alors là moi je trouve ça fou, hein. Alors là vraiment, alors les bras m'en tombent, vraiment plus jamais, hein. Oui, mais tu dis ça à chaque fois, Darmanin, quelque part. Et puis, est-ce que c'est bien le mieux placé pour en parler? Et à tous ceux qui diront, mais faut arrêter de dire, est-ce que c'est bien le mieux placé pour en parler? Bon, il est là, c'est bien à lui de s'en occuper. Et non, parce qu'il pourrait être, encore une fois, ailleurs, hein, vraiment. On aurait pu le destituer, on aurait pu faire en sorte qu'il démissionne. Je pense que profondément cet homme n'a pas à être ici et n'a pas à parler de tout ça. Mais du coup, effectivement, ça fait que c'est un agresseur qui parle effectivement en disant « Oh non, non, mais toutes les autres victimes, etc., il n'y a pas de souci, elles seront entendues. » Oui, bah oui. Oui, j'ai dit que c'était un agresseur et il faut pas le dire parce qu'il n'y a rien qui le prouve et qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire, on est bien d'accord avec ça. Hein. Je raconte... non, pardon, je suis en train de redire les mêmes trucs. Je crois qu'en plus, il n'a eu qu'un blâme ou une suspension. Oui, Darmanin, la girouette de l'enfer. N'empêche, depuis tout à l'heure, avec le 13-12, je me dis mes parents sont des sacrés fachos, aimant les enfants en ayant eu un gosse le 13-12 et un gosse le jour des droits de l'enfant. Ah bah oui. Des sacrés gauchos, pardon, j'ai lu facho. Sacrés gauchos aimant les enfants en ayant eu un gosse le 13-12 et un gosse le jour des droits de l'enfant. Bah oui. Oui, complètement, complètement. Salut Kurkuma, oui attention, on n'a pas le droit de dire que Darmanin... Oui, oui, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui, les gauchos sont devenus des fachos. Je suis désolée, on était en train de parler de plein de trucs. Facho est venu tout de suite, je suis désolée, mais effectivement, tes parents qui ont l'air d'être des sacrés gauchos. Pour être remplacés, oui, quand on voit que d'autres ont démissionné pour bien moins que ça. Dans d'autres pays, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Où est-ce qu'on en est? On est là, un phénomène documenté de longue date. Ces dernières années, de très nombreuses femmes ont témoigné dans la presse, récemment dans Street Press par exemple, pardon, dans les enquêtes de terrain, sur les réseaux sociaux, de l'accueil souvent détestable qu'elles ont trouvé dans les commissariats et les gendarmeries quand elles sont venues déposer plainte, ou les commentaires qu'elles ont entendus au cours de la procédure. Oui, encore une fois, ça tombe sur ce policier-là, ça aurait pu tomber sur beaucoup d'autres commissariats, on le sait, c'est quelque chose qui est malheureusement extrêmement courant. Elle disposait rarement d'enregistrements, à tel point que les ministres successifs ont souvent minimisé l'ampleur du problème malgré le lancement d'importants programmes de formation ces dernières années. Récemment, la préfecture de police a ainsi refusé de publier un rapport qu'elle avait commandé sur l'accueil des femmes dans 3 commissariats de Paris, de la Petite Couronne, avant de faire machine arrière. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a même été jusqu'à affirmer récemment qu'aujourd'hui, les femmes qui sont psychologiquement ou physiquement atteintes par leurs compagnons déposent plainte systématiquement. Ça m'avait tellement mis en colère, je vous assure, ce truc. Vraiment. Et que systématiquement, il y a désormais des gardes à vue, systématiquement, il y a des poursuites judiciaires, bien sûr, bien évidemment. Menteur, a rétorqué la militante féministe Caroline Dehaas, autrice d'une récente tribune sur les défaillances de la police et de la justice. Oui, c'est assez bref, mais je pense que c'est assez vrai. Il y a quelques mois, la militante féministe Anna Toumazov et la journaliste Constance Villanova avaient aussi relayé de nombreux témoignages de femmes mal reçues au commissariat de Montpellier. Le mot-clic double peine avait alors suscité de très nombreux commentaires. Et en mars 2021, le collectif Nous Toutes avait réalisé un sondage auprès de 3500 personnes, dont plus de 97% de femmes. 66% des répondantes font état d'une mauvaise prise en charge par les forces de l'ordre lorsqu'elles ont voulu porter plainte pour des faits de violence sexuelle, conclut l'enquête. Bah oui. Oh là là, je tabasse le micro, je suis vraiment désolée. Voilà, que dire de plus, encore une fois, que dire de plus que ça, que le fait que à chaque fois on nous rétorque, mais non, mais c'est juste une personne isolée, c'est juste un fait isolé. Gérald Darmanin arrive en permanence en disant mais non, mais c'est fini tous ces machins-là. Maintenant tout le monde porte plainte. Il suffit de voir, en fait, mais ne serait-ce que, il suffit de connaître 2-3 personnes autour de soi. C'est incroyable pour pouvoir se dire juste, bah non, toutes les plaintes sont pas prises. Toutes les plaintes ne sont pas prises, toutes les histoires ne sont pas entendues, il n'y a pas systématiquement des enquêtes autour de ça. Non, bah non, c'est faux. Oui, oui, tout à fait, c'est comme le fait que le patriarcat soit fini, tout ça, c'est tout le même truc, quoi. C'est juste qu'on n'est pas au courant. Toutes les plaintes sont prises, mais c'est juste qu'on n'est pas au courant. Vraiment. Je crois que c'est la même chose qu'on va écouter, non? Non. Il y a d'autres déclarations.
Donc, Gérald Darmanin veut révoquer le policier qui a traité de grosse pute une femme ayant porté plainte pour agression sexuelle. Après le préfet de police de Paris qui a annoncé l'ouverture d'une enquête IGPN, c'est au tour du ministre de l'Intérieur de condamner le fonctionnaire de police suspendu pour avoir laissé à son insu un message vocal à une plaignante dans lequel il l'insulte. Darmanin, il fait le même effet que Copé quand je vois sa tête, il m'énerve juste par son existence, j'ai envie de lui donner des petites baffes. Mais je comprends. Je rajouterai à ça que les chiffres prennent pas en compte les personnes non cis et qu'on peut s'imaginer la triple peine pour elles. Oui. C'est comme les actes violents d'extrême droite, c'est toujours en fou isolé. Oui, hein, c'est très souvent ça. Très très souvent ça. Il va encore dire que tout va bien se passer si une journaliste l'interroge là-dessus. Bien sûr, vous avez vu hein, ce truc de tout va bien se passer, bien sûr. La grande cause du quinquennat mise à mal par la police. Quelques heures après les révélations par Mediapart d'un enregistrement laissant entendre un policier insulter, entre autres, de pute une femme venue déposer plainte pour agression sexuelle, Gérald Darmanin a estimé que l'homme en cause n'avait plus sa place au sein de la police nationale. Ce policier a sali non seulement toutes les femmes qui essayent de déposer plainte, mais il a craché sur l'uniforme de la République de ses 250 000 autres collègues policiers et gendarmes, a asséné le ministre de l'Intérieur ce mercredi matin au micro d'Europe 1. Je pense que ce monsieur n'a plus sa place dans la police nationale, a ajouté Darmanin, précisant toutefois qu'il n'est pas le seul à décider car il y a des recours juridictionnels. Pardon. La veille, c'est le préfet de police Didier Lallemand qui, condamnant des propos inadmissibles, annonçait avoir saisi la police des polices, IGPN, d'une enquête administrative. En attendant, le policier a été suspendu à titre conservatoire. Alors non, le retour sur les faits, je pense qu'on n'en a pas besoin. Oui, mais ouais, c'est très très peu. Bon, c'est très petit, donc je vais le refaire. Retour sur les faits. Dans la nuit du 4 au 5 février, une femme de 34 ans dépose plainte auprès des policiers du commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris pour agression sexuelle en état d'ivresse, raconte Mediapart dans son article publié mardi. Un policier du commissariat la rappelle à la mi-journée et lui laisse finalement un message vocal pour lui demander de venir compléter sa plainte. Croyant avoir accroché, l'enregistrement laisse entendre le fonctionnaire plaisanter avec une de ses collègues. Je la rappellerai de toute façon parce que là, elle doit être en train de cuver. S'ensuit une lecture à voix haute d'un extrait de la plainte de la jeune femme que le policier commente. Elle n'a pas de sens, la plainte, en fait. Ah, évidemment, elle refuse la confrontation, dit-il ensuite. Et la florilège d'amabilité, c'est vraiment une pute. Putain, elle refuse la confronte, en plus la pute. Comme par hasard, en fait, c'était juste pour lui casser les couilles, je suis sûre. Putain, grosse pute, conclut-il, avant que le combiné soit finalement bien raccroché. Sur BFM TV ce mercredi matin, la porte-parole du ministère de l'Intérieur est allée plus loin que son ministre de tutelle. Pour elle, le message qui consiste à prendre au sérieux une plainte d'une victime d'agression sexuelle passe mais trop lentement. Elle ajoute même que le cas n'est pas isolé, il y a différentes situations qui nous remontent. La police est à l'image de la société qui est encore sur des fondements très patriarcaux. Ce qui est une des rares paroles de sagesse qu'on va entendre de ce gouvernement. Mais oui, globalement, on est bien d'accord que personne n'est surpris, même pas le gouvernement réellement, j'ai l'impression. On va suivre cette affaire, on va voir comment est-ce qu'elle finit, comment est-ce qu'elle se conclut. Je n'ai pas grand espoir sur le fait qu'elle se conclue par réellement une prise de position plus forte que celle qu'on a là. Voilà. Que dire ? Que dire de plus ? Encore une fois, on est face à quelque chose qui ne nous surprend pas. Et c'est ça qui est triste. Vraiment, c'est ça qui est triste. Donc alors que la plaignante fait comprendre que c'est pas personnel, mais bien sûr le système qu'elle porte plainte, Darmachin a décidé que c'était sur ce policier qu'il fallait taper. Comme ça, hop, les autres passent à la trappe. Mais oui, c'est comme ça que résonne beaucoup Darmanin, de toute façon. C'est comme ça que beaucoup de choses passent. C'est-à-dire, c'est le côté, mais non, mais c'est juste un policier isolé. Bah oui, mais à force que ce soit que des personnes isolées, ben mine de rien, on se pose pas la question du tout de qu'est-ce qu'on fait pour la police globalement, quoi. Bah oui. Oui. Salut Zoukouri. Donc, le journal du dimanche, Tribune, candidat, engagez-vous sur les 10 mesures de notre plan d'urgence pour l'égalité femmes-hommes. Alors, ça date du 5 février, mais ça fait 3 fois qu'on le repousse dans 3 revues de presse différentes. Donc, cette fois-ci, on va s'y mettre quand même à ces 10 mesures du plan d'urgence pour l'égalité femmes-hommes. Donc, c'est un communiqué de la Fondation des femmes et les principaux réseaux associatifs français de défense des droits des femmes appellent les candidats à la présidentielle à s'engager pour un plan d'urgence de 10 mesures afin de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Je trouve ça assez intéressant de mettre ça en mode plan d'urgence et on va vous dire exactement ce qu'il faudrait faire en tout cas ou quelles sont des mesures concrètes que vous pouvez prendre. Je trouve ça plutôt intéressant parce que très souvent on dit que c'est des mots et que concrètement qu'est-ce qu'on fait ? Bon bah là visiblement concrètement elles ont une idée donc on va lire ça.
Bonjour Rose. Aujourd'hui est le jour, oui. Que dis-tu Adèle? J'ai rejoint le serveur Discord, si ça te dérange pas, bah je ne pense pas que ça dérange particulièrement, non? Ne t'inquiète pas, ça ne dérange pas. Où en est-on? Elles sont déjà 10 à avoir été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Jamais la société ne s'est autant alarmée de féminicides et pourtant, nous continuons de compter nos mortes comme si c'était une fatalité. Si la société s'est aussi saisie de la question des violences sexuelles, il n'y a jamais eu aussi peu de condamnations judiciaires. Écoutez, en plus, ça tombe plutôt bien vu le sujet duquel on parlait juste avant. Salut June, du coup, passe une bonne après-midi. Si l'indignation progresse face à l'inégalité salariale, les femmes sont toujours discriminées. Si la préoccupation avance concernant le partage des tâches domestiques, les femmes en prennent toujours une part écrasante. Si les femmes parlent, elles ne sont toujours pas écoutées. Nous, association de défense des droits des femmes, appelons les candidats à l'élection présidentielle à un sursaut. Nous n'attendons plus des discours, mais de vrais engagements et des actes forts à même d'envoyer enfin les inégalités dans les oubliettes de l'histoire. C'est drôle parce que ça reprend vraiment exactement ce qu'on a dit avant sur le fait qu'on commence à en avoir à le cul, des discours des gens qui disent non mais on va s'en occuper, vous inquiétez pas, maintenant tout le monde va être pris en compte, etc. Oui d'accord, on aimerait bien voir quelque chose de réel qui est fait. Ah, c'est que vous êtes pas mal nombreux et nombreuses à m'avoir vu dans le zapping 2021 de Mr. Fox. Et j'espère que ce zapping-là t'a plu, Renette. Nous les appelons à s'engager sur 10 mesures ambitieuses à mettre en place dans les 100 premiers jours de la nouvelle mandature. Nous appelons chacune et chacun à soutenir la pétition demandant ce plan d'urgence contre les inégalités. Nos 10 propositions. Donc, investir 1 milliard d'euros par an pour mettre fin aux violences conjugales, en formant les professionnels pouvant être en contact avec des femmes victimes de violences, en triplant les places d'hébergement spécialisées et en augmentant le financement des associations. Bon, je suppose que ce chiffre de 1 milliard qui a l'air d'être lancé un peu au pif n'est pas lancé complètement au pif. Après, sur le côté, il faut former les professionnels pouvant être en contact avec des femmes victimes de violences, tripler les places d'hébergement spécialisées et augmenter le financement des associations. Oui, ça fait je sais pas combien de temps qu'on le dit, ça semble être effectivement la base. Si vous voulez venir à bout des violences conjugales, il faut absolument qu'à tous les niveaux, les victimes puissent trouver des personnes à qui parler, des personnes qui vont les croire. Il faut qu'on puisse avoir des endroits sûrs dans lesquels elles puissent aussi être placées. Il faut qu'il y ait réellement des conséquences autour des agresseurs de violences qui commettent des violences conjugales. Il faut aussi avoir des vrais soins qui soient donnés ensuite. C'est tout un système qui effectivement doit coûter pas mal de sous, mais dans tous les cas, oui, ça me semble être un bon premier point, effectivement. En augmentant le financement des assos, mais aussi celles qu'ils ont définancées, oui, bien sûr. Grande cause du quinquennat, on rappelle, ouais. Il est au top ce zapping comme d'hab, mais il y a des extraits très choquants, je préviens. Coucou tout le monde, je vais être en lurk, mais j'espère que la revue de presse n'est pas too much. Salut Kitty, écoute, on a passé l'affaire avec le policier qui a traité de grosse pute la plaignante, donc du coup, là, normalement, ça va aller un peu mieux. Créer une coordination nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes sous l'égide du président ou de la présidente de la République. La protection des femmes doit être au cœur de toutes les politiques publiques grâce à un organe chargé de l'étude, du suivi et de l'évaluation transparente des politiques publiques au plus haut niveau de l'État. Encore une fois, ça semble assez évident. Mettre en place des tribunaux et des brigades spécialisées formées à la lutte contre les violences faites aux femmes et volontaires sur le modèle espagnol. Alors ça, c'est un... Vous voyez, on parlait de réformes possibles autour du système judiciaire et notamment de la police. Ça, c'est un vrai parti pris. Mettre en place des tribunaux et des brigades spécialisées formées à la lutte contre les violences faites aux femmes et volontaires sur le modèle espagnol. Moi, ça me semble être effectivement la base, en fait. On ne peut pas traiter comme ça des cas de violence conjugale, on ne peut pas les voir s'amonceler et dire « Oh là là, il y en a beaucoup quand même ». Et puis, c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours bien reçues sans... À côté de ça, essayer de lutter justement sur ce côté, elles sont pas toujours bien reçues, eh bien oui, effectivement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener comme proposition? Une des propositions qui semble les plus évidentes, c'est de spécialiser des personnes dans la gestion, on va dire, de ces plaintes et de ces affaires, de spécialiser des tribunaux dans la gestion de ces plaintes et de ces affaires. Bref, voilà, ça me semble être assez évident qu'il faut suivre ce modèle-là.
constitutionnaliser le droit à l'IVG et rendre effectif l'accès à ce droit pour toutes les femmes sur le territoire français, supprimer la double clause de conscience des praticiens et revaloriser cet acte médical pour un droit effectif au choix. Alors je pense qu'effectivement au niveau du droit à l'IVG... Ah oui, il est 13h12. Écoutez, oui, là cette fois-ci il est vraiment 13h12. Oui, là, concernant le droit à l'IVG, ça c'est une certitude qu'il faut rallonger un peu le délai comme il est précisé. Encore une fois, je le redis à chaque fois, mais là pour l'instant le délai il est court. Les personnes qui doivent avoir recours à un IVG, elles mettent longtemps, parfois, à se rendre compte qu'elles en ont besoin. Elles mettent longtemps à trouver un praticien pour certaines. Et pour d'autres, en plus de ça, elles doivent être redirigées ailleurs parce qu'il y a cette fameuse double clause de conscience des praticiens qui peuvent du coup refuser de faire quelque chose à condition, il me semble, qu'ils redirigent la patiente vers un autre praticien. Sauf que le problème, c'est que quand il y a des deadlines extrêmement claires, extrêmement précises et absolument pas franchissables, ça rend quand même tout beaucoup, mais alors beaucoup plus compliqué. Encore une fois, ce ne sont pas des légendes, le fait qu'il y a énormément de Françaises qui sont extradées pour avoir recours à un IVG ailleurs dans un pays dans lequel les délais sont plus longs. C'est pas, c'est pas une légende, c'est le cas, ça arrive chaque année, ça arrive beaucoup, ça arrive dans toutes les régions. Ce n'est pas facile d'avoir recours à l'IVG sur énormément d'endroits dans le territoire français parce que des aires médicales, parce que praticiens qui pratiquent, qui mettent en avant leur clause de conscience, parce que il n'y a pas d'association qui aide dans le coin, parce que le planning familial n'est pas aidant dans le coin ou est pas assez présent ou est trop loin. Voilà, vraiment. Donc le rallongement du délai, ça ferait pas de mal. Et vraiment, le fait de supprimer la double clause de conscience des praticiens, notamment là-dessus, ce serait pas mal non plus. Et peut-être ne pas placer dans ces brigades spécialisées des policiers eux-mêmes auteurs de violences conjugales. Oui, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Où en est-on ? Au 4e, constitutionnaliser le droit à l'IVG et rendre effectif l'accès à ce droit pour toutes les femmes sur le... Non, on en était là, on l'avait lu. Garantir l'éducation de chaque enfant à égalité à l'égalité, à la sexualité et à la vie affective, lutter contre l'industrie pornographique et sanctionner le non-respect de l'interdiction d'accès aux mineurs. Alors, moi là-dessus... Garantir l'éducation de chaque enfant à l'égalité, à la sexualité, à la vie affective, oui. Donner plus de thunes au planning familial qui se charge très souvent de ce genre d'éducation, mais également promouvoir d'autres moyens d'avoir accès à ces cours-là et juste faire en sorte que ces cours-là soient donnés, ça me semble être également la base pour partir sur une société où il y a plus d'égalité, où il y a moins d'agressions sexuelles, où on diminue énormément la culture du viol. Bref, c'est important, c'est pas juste important pour savoir comment est-ce qu'on met un préservatif et savoir comment on fait, comment on peut tomber enceinte ou pas. C'est pas juste important pour ça, c'est important également parce que ça éveille aussi à plein de notions d'égalité, de consentement. C'est aussi un très bon moyen, plus c'est fait tôt, en tout cas, plus il y a une prise en charge adaptée tôt autour de ces questionnements-là, et plus aussi on minimise petit à petit les risques finalement d'agression sexuelle, notamment sur les mineurs et sur les enfants. C'est important que les enfants puissent aussi avoir des notions de leur propre corps qui leur fait comprendre que leur corps est à eux, qu'il y a des choses qui sont juste pas faisables, ni par des adultes, ni par d'autres enfants d'ailleurs, s'ils ne veulent pas, qu'il y a des choses qui nécessitent un réel consentement et qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables de leur part, leur corps leur appartient, etc., etc. Ça, ce sont des choses qui vraiment peuvent être amenées par une... juste par une éducation au corps, à la sexualité, à la vie affective. Et non, ce n'est pas pervertir les enfants dès leur plus jeune âge que de commencer à en parler alors qu'ils sont très jeunes. C'est juste leur faire prendre conscience qu'ils ont un corps et que ce corps est à eux. Et bien évidemment que l'éducation à la vie affective et sexuelle, quand on parle de primaire par exemple, ça ne va pas être leur faire réciter l'intégralité du Kama Sutra. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec ça. Et
même ça n'a rien à voir déjà avec ce que vont avoir les personnes, par exemple, au lycée, les lycéens et les lycéennes. L'éducation à la vie affective et à la vie sexuelle, ça n'a rien à voir avec le fait de leur faire découvrir des pratiques, ou je ne sais pas ce que des personnes d'extrême droite ont pu dire autour de ça, ou des personnes extrêmement dans la religion aussi ont pu dire autour de ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et bien évidemment, les cours d'éducation à la vie affective et à la vie sexuelle en primaire ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut donner au lycée, mais dans tous les cas, c'est extrêmement utile parce que ça ne pervertit rien. Au contraire, ça fait prendre conscience aux enfants de ce que peut être la perversion à leur égard. Donc c'est vraiment, enfin, voilà, c'est tout bénef pour toute la société finalement, parce que on réduit les inégalités, on renforce le respect, on diminue la culture du viol et on renforce la protection autour des enfants. Voilà. Est-ce qu'on sait si la clause de conscience pour les médecins pratiquant des IVG existe dans d'autres pays? Il me semble que oui. Bah, notamment, il y a des cas célèbres en Italie, avec des médecins qui peuvent refuser, ouais. Pourquoi dans ces cas-là, le délai n'est pas suspendu? La personne a fait ses démarches dans les temps, exprimé son besoin, et elle n'y est pour rien si le professionnel en face ne l'aide pas. Si au pire, on veut laisser la clause de conscience, au moins suspendre le délai maxi IVG pour que l'interruption puisse être faite dans de bonnes conditions. Je pense que c'est pour éviter les abus, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi c'est pas conservé. Récemment, il y a eu un problème aussi car un médecin aurait refusé une IVG à cause du Covid. Soi-disant, c'était pas possible car la femme était covidée et après le délai a été dépassé. Mais c'est fou ça. Mais Elsa, et après comment les pères abusifs pourraient agir? Non mais c'est ça, en réalité, on se demande à qui ça fait peur, pour repasser du coup à ce truc-là de l'éducation à la vie affective et sexuelle pour les plus jeunes. On se demande à qui ça fait peur en fait, ce truc-là. Juste de mettre les enfants au courant de ceux auxquels ils ont le droit ou pas, de ceux dont les personnes adultes aussi ont le droit ou pas. Enfin voilà. D'après ma tante élue LR à qui j'ai parlé d'apprendre la notion du consentement, elle m'a répondu que c'était à la mode. Bah oui, c'est à la mode, le consentement, c'est bien connu. Faudrait peut-être un peu d'éduc sexuel pour les parents, non? Bah disons que déjà, si on éduque la génération qui arrive, déjà ça va faire du bien, et peut-être même que les enfants pourront éduquer leurs parents sur 2-3 notions qui a échappé à leurs parents, mais dans tous les cas, déjà éduquons les enfants, ce serait chouette. Je rappelle qu'en plus de mettre un contrôle parental, faites attention au contenu que regardent vos enfants, je le sais parce que c'est arrivé au fils d'une ex-copine et ricoché sur mon fils et sur moi par la suite, ça peut vite arriver. Oui. 2 mortes en Pologne durant l'année passée. Ça fait peur aux cathos et aux réacs et aux conservateurs pétris de croyances et de craintes vis-à-vis de la sexualité. C'est le péché. Ça fait peur aux étriqués du cerveau pour qui la fracture du crâne n'est pas due à l'ouverture d'esprit. Non mais c'est une certitude que les personnes à qui ça fait peur ne comprennent juste pas ou alors se voilent complètement la face sur les agressions sexuelles, parce que, et notamment sur les agressions sexuelles sur les enfants, parce que vraiment, il faut être complètement hypocrite pour penser que ça n'existe pas, et que quand ça existe, eh bien les enfants se sentent libres de parler, les enfants comprennent ce qui leur arrive tout de suite, etc. Non, les enfants ont besoin d'avoir une éducation qui est faite à ce niveau-là. Tout le monde ne peut pas la faire dans sa propre famille, et en plus de ça, je sais même pas à quel point c'est mieux de le faire soit pour son enfant, à quel point ça passe pas mieux quand c'est une tierce personne qui parle de ça avec les enfants. Donc quel argument minable, c'est à la mode. Mais oui. Oui, complètement. Oui, dans la proposition 5, lutter contre l'industrie pornographique et sanctionner le non-respect de l'interdiction d'accès aux mineurs. Sanctionner le non-respect de l'interdiction d'accès aux mineurs, oui. Oui, je veux bien. Vraiment. Lutter contre l'industrie pornographique, je ne sais pas à quel point on peut lutter contre ça de façon efficace sans pénaliser complètement les travailleurs et travailleuses du sexe. Je fais partie des féministes qui sont pro-travail du sexe, en tout cas qui pensent qu'un travail du sexe éthique est possible. Alors certes pas dans les conditions dans lesquelles le travail du sexe s'effectue là maintenant, mais qu'un travail du sexe est potentiellement que être un travailleur ou une travailleuse du sexe et être féministe. Merci beaucoup, Flaimos. 6 mois, mon Dieu, 6 mois ensemble, une demi-année. Bonjour. Merci 1000 fois de me faire manger, Flaimos, merci. Mais oui, je pense que être féministe et TDS, c'est possible, et que globalement le travail du sexe éthique, c'est possible. Encore une fois, pas dans les conditions dans lesquelles on est là maintenant. Clairement pas. Et oui, je vois genre comme en Allemagne, je pense qu'il y a des choses à revoir aussi par rapport au modèle autour européen dans lequel le travail du sexe est possible. Parce que, en soi,
Pour moi, c'est pas la pornographie qui est mauvaise et qui vient pourrir complètement la vie d'énormément, notamment de femmes et d'hommes et de cis et trans d'ailleurs. Globalement, mon enfant est mort de rire. Je ne sais pas ce qui se passe à côté, mais ça a l'air d'être très très drôle. Donc désolé si vous entendez des petits cris d'enfants, hein, c'est le mien. Voilà, donc du coup, énormément de personnes globalement. Merci beaucoup, 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 Frégia. J'oublie tout le temps. Merci 1000 fois, Frégia, 9 mois d'abonnement. Écoute, voilà, c'est merveilleux. Merci beaucoup, beaucoup. Oui, globalement, je ne pense pas que ce soit ça qui va détruire les gens. C'est pas le travail du sexe en soi. Je ne pense pas que je serais capable d'être travailleuse du sexe, mais je peux comprendre complètement que certaines personnes en soient capables et le revendiquent pleinement. Voilà, mais je pense aussi que c'est un travail qui doit être fait dans des conditions bien particulières, avec des protections bien particulières. Je pense qu'il serait plus que temps que ces personnes-là puissent cotiser pour leur retraite, puissent avoir accès à une sécurité sociale qui leur soit propre aussi, parce qu'ils vont avoir des besoins propres à leur travail. Bref, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour révolutionner, avec plein de guillemets, le travail du sexe et pour faire en sorte que les personnes qui veulent travailler dans ce milieu-là soient pleinement accompagnées dans leur démarche et soient pleinement en sécurité. Ils vont chercher du porno, peut-être que ce serait mieux d'accepter et de proposer un contenu approprié à ce public. Je suis sur la même ligne que toi là-dessus, Elsa, un travail du sexe vivable et faisable, mais il faut revoir plein de choses. Public adolescent, je veux dire, oui, bien sûr, Frégia, je comprends. Tu es allé voir les rayons des magasins de jouets pour enfants récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est Encore que traiter tous les mineurs comme des créatures asexuées, je sais pas à quel point c'est pertinent. Enfin si, justement, j'y suis allée récemment. Je comprends totalement, je ne vois même pas comment embrayer sur ça. Je voulais dire asexuel puisque asexué, oui. Je vois ce que vous voulez dire. Et non, je viens de me souvenir que j'ai rêvé que mes enfants étaient ados et que je leur disais de payer leur porno pour être sûr que ce soit plus safe pour les TDS. Quel rêve bizarre, mon bébé a 20 mois et l'autre est dans mon bisou. Écoute, c'est bien, tu prends de l'avance. Pourquoi les rayons de jouets? Moi aussi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les rayons de jouets. Les TDS, ça existe depuis la nuit des temps, on ne l'empêchera pas. Donc autant que ces travails se passent au mieux. Je fais partie... Alors, il y a des personnes qui seraient très en désaccord avec nous globalement là-dessus. Moi, je suis pour le fait de laisser faire aux gens le travail qu'ils ont envie de faire à partir du moment où ce travail-là ne les met pas en danger et ne met pas en danger les autres. Du coup, oui, moi aussi, je pense qu'un travail du sexe éthique et un travail du sexe encadré, un travail du sexe safe pour les travailleuses du sexe, c'est possible. 6. Garantir l'accès de chaque citoyenne à des services de santé de qualité et bienveillants à moins de 30 minutes de chez elle. Améliorer la prise en compte des pathologies des femmes. Alors ça, garantir l'accès globalement aux citoyens et citoyennes, cis, trans, tout le monde, à des services de santé de qualité et bienveillants à moins de 30 minutes de chez eux et de chez elles, oui. Oui, oui, 1000 fois. Après ça améliorerait la vie de tout le monde, hein, globalement, de tous les êtres humains qui vivent dans le coin. Bien évidemment que c'est améliorer la qualité de vie de tout le monde que de dire qu'il faut avoir accès à des services de santé de qualité et bienveillants à moins de 30 minutes, c'est une évidence. Améliorer la prise en compte des pathologies des femmes, ça c'est une chose en plus, effectivement. Vous le savez qu'il y a encore énormément à faire, notamment autour des règles, notamment autour des cycles menstruels, notamment autour de l'endométriose. On en a parlé un peu, on en parle globalement de toute façon peu et ça a été pris en charge et ça a été pris en compte extrêmement récemment. C'est encore assez compliqué, je trouve, de prendre ça en charge et de se faire entendre autour de ça. Donc vraiment, oui, il y a quelque chose à faire autour de ces questionnements-là, pardon. Lancer un Grenelle de l'égalité salariale pour revaloriser les métiers féminisés et garantir la présence des femmes dans les secteurs d'avenir, tout en luttant contre le temps partiel contraint et les discriminations en entreprise. Oui, globalement, comment ne pas être d'accord là-dessus, sur l'égalité salariale et sur le fait de ne pas discriminer en entreprise? Oui. Comment est-ce que ça peut se faire de façon effective? Ça, je n'en sais rien.
On a parlé pas mal de la discrimination positive ici. Je reste persuadée que c'est une solution, c'est une triste solution, qu'on soit obligé en gros de faire de la discrimination positive pour faire comprendre qu'il faut plus de femmes, qu'il faut plus d'handicapés, parce que ce sont les deux principales personnes pour qui on fait de la discrimination positive. Je reste voilà, assez persuadée que c'est une mauvaise chose. Merci beaucoup, Fairia. Merci. Fairia qui lâche des bits de temps en temps. Merci 1000 fois. Mais oui, je reste assez persuadée que c'est pas une très bonne solution, mais que c'est peut-être la moins mauvaise qu'on ait trouvée pour que les entreprises arrêtent de discriminer les gens. Je ne sais pas quelle solution efficace et concrète pourrait être mise en œuvre pour ce genre de choses-là. Plus besoin de temps partiel, puisque selon certaines, bientôt il faudra bosser 15 heures par semaine en étant au RSA. Bah oui, du coup. Adopter une loi pour l'émancipation économique des femmes qui abroge les mécanismes juridiques accroissant leur précarité et qui égalise par le haut les traitements des femmes en couple, quel que soit le régime de vie commune. Je vais relire ça. Adopter une loi pour l'émancipation économique des femmes qui abroge les mécanismes juridiques accroissant leur précarité et qui égalise par le haut les traitements des femmes en couple, quel que soit le régime de vie commune. Ok, je comprends mieux ce qu'elle veut le dire. Ok, encore une fois, hein, ce truc-là sur le fait que les femmes se retrouvent souvent dans des situations extrêmement précaires, notamment les femmes en couple. Oui. C'est une bonne... c'est une bonne chose également de s'atteler à ça. Allonger le congé obligatoire du second parent, ça c'est très important, je pense, notamment d'un point de vue économique, de revoir le congé paternité. Revaloriser le congé maternité sans perte de salaire et instaurer un congé parental attractif pour les deux parents. Voilà, je pense que globalement, le fait de revoir le congé parentalité, oui, ça va être une base d'énormément de choses, et notamment d'énormément de réduction, je pense, des inégalités au travail. On le sait de toute façon que le congé maternité, c'est un espèce de truc qui effraie complètement les entreprises. Ce serait sûrement bien différent si c'était un congé parentalité et que plus globalement, femmes, hommes, peu importe, tous soient concernés par ça, et que du coup on se retrouve avec des entreprises qui soient forcées, en tout cas, de voir ça comme quelque chose qui peut arriver dans la vie d'un être humain, juste, et pas seulement dans la vie d'une femme, et que du coup, étant donné que c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie d'un être humain, qu'il n'y ait plus de discrimination autour de la crainte d'avoir, eh bien, vous savez, ces femmes qui partent en congé maternité en permanence, et qui font perdre des sous à l'entreprise en étant systématiquement engrossées. Donc voilà, moi je pense que déjà ça c'est la base d'une certaine égalité dans le milieu professionnel, parce que c'est la fin aussi d'une excuse que donnent énormément les personnes qui embauchent en mode ben oui mais et si vous vous retrouvez enceinte, ou et si machin, voilà, c'est vous qui allez devoir prendre le congé maternité ensuite, on vous aura plus pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire nous, etc. Donc vraiment c'est supprimer aussi cette excuse-là, c'est-à-dire que certes, pour le coup ils pourront toujours avoir peur qu'une femme tombe enceinte, mais pour le coup elle pourra peut-être retourner plus vite au travail si elle le désire, et à contrario, un jeune père pourra très bien prendre un congé parental beaucoup plus long, et un congé parental voilà, qui le verra absent du boulot pendant pas mal de temps. Et globalement, de toute façon, même au-delà d'un point de vue professionnel et entrepreneurial, le fait de mettre un congé parental plus long pour le second parent, c'est quand même une base pour éviter que le premier parent, donc très souvent le parent qui a accouché, se retrouve à être en burn-out complet extrêmement rapidement, se retrouve à être épuisé, à devoir tout gérer seul. Ça évite qu'il y ait des espèces de mauvaises habitudes qui soient prises autour du fait que le parent qui a accouché, c'est forcément le parent qui va s'occuper le plus de l'enfant, et que l'autre parent est là un peu en aide, en soutien, mais que c'est pas essentiel qu'il soit là. Non, le deuxième parent n'est pas une aide ou un soutien, c'est un deuxième parent, et en cela, il doit prendre sa place de deuxième parent, et c'est souvent dans les premiers mois que c'est important qu'il soit là. Et revaloriser les congés parentaux globalement, oui, il faut qu'ils soient plus longs.
il faut que les gens puissent le prendre plus facilement s'ils en ont besoin. Encore une fois, c'est très très court pour revenir au boulot. Vraiment, 3 mois après revenir au boulot, c'est très 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 court. Le congé parentalité, je suis en dépression postpartum et sous médoc, du coup je vais faire comment sans mon marais avec 2 enfants à gérer, au moins 3 mois, 28 jours, c'est mieux qu'une semaine, mais sérieux, c'est pas suffisant. Oui. Oui, c'est pas suffisant. Salut Kitty, merci d'avoir été là. Bien sûr que c'est pas suffisant. Bien sûr. Avoir des enfants, c'est pas un truc c'est pas un truc peu commun, oui, et dans la tête des employeurs, c'est un truc inacceptable, carrément. Encore faut-il que le père ne prenne pas le congé paternité pour faire la bringue avec les poteaux, expérience perso, des os. Ah, oui, ça, effectivement, c'est triste. Salaud d'entreprise capitaliste, c'est ça. Et un congé parental bien rémunéré, j'ai gagné seulement 400 € en tout lors de mon dernier congé mat. Oui, un congé parental bien rémunéré pour que tout le monde puisse faire le choix de prendre ce congé-là. On en parle des 6 jours des 6 jours de congé, ouais, pour enfants malades. Ouais, non, oui. 6 jours d'enfants malades pour 12 mois. Bah oui, surtout quand on sait à quel point les enfants potentiellement tombent malades. Oui, c'est très peu. Et enfin, 10e point, adopter une réelle diplomatie féministe en augmentant les financements internationaux pour les droits des femmes et en poussant l'adoption de la clause de la législation la plus favorisée en Europe. Écoutez, oui, après comment est-ce que ça peut se traduire concrètement tout ça du coup, mais il y a certains trucs, il y a certains points qui sont assez concrets et que je trouve bien effectivement. Et pour compléter ça, manifeste, fiscalité, pension alimentaire, congé paternité, 5 propositions pour déviriliser le monde. Dans un manifeste à paraître jeudi, Céline Pic, économiste et porte-parole de l'association Oser le féminisme, livre une série de pistes pour un monde plus égalitaire avec pour but de montrer aux candidats à l'Élysée qu'il ne s'agit pas d'un sujet mineur. Est-ce une boîte à outils ou carrément un programme pour la présidentielle ? Je suis désolée, je sens que je suis en train de perdre ma voix petit à petit. Hein. Je vous le dis. Je vais donc tousser de plus en plus. Et quand je n'aurai plus de voix, on s'arrêtera. Voilà, tout simplement. Est-ce une boîte à outils ou carrément un programme pour la présidentielle ? Ça y ressemble, mais c'est plus que cela. Ce sont des propositions concrètes faites aux candidats, ancrées dans des analyses féministes qui dépassent les circonstances de cette élection. Sourit Céline Pic. Dans un essai à paraître la semaine prochaine, la porte-parole de l'association Oser le féminisme et économiste de profession dégaine une série de mesures concrètes pour construire une politique radicalement féministe et montrer aux aspirants locataires de l'Élysée que l'égalité n'est pas un sujet mineur. Une nécessité, estime-t-elle, alors que la campagne est d'ores et déjà marquée par le backlash théorisé dès les années 90 par l'américaine Suzanne Faludi. Un contre-coup à la puissante mobilisation féministe, une contre-attaque des tenants de l'ordre masculin déjà bien à l'œuvre en France, s'alarme Céline Pic, qui pointe notamment du doigt les prises de position profondément masculinistes du candidat d'extrême droite Éric Zemmour. Sa défense d'un modèle archaïque de la famille et de la sexualité est une réaction extrêmement brutale à l'avancée du féministe, s'indigne l'autrice. Zemmour réaffirme en quelque sorte un droit d'accès au corps des femmes. Dans son ouvrage, elle cite notamment cet extrait du Premier sexe, pamphlet misogyne de l'ex-éditorialiste, par ailleurs accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. Dans ce livre paru en 2006, il scandait « Un garçon, ça entreprend, ça assaille et ça conquiert et ça couche sans aimer. L'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. » Oui, hein, c'est toujours important de bien remettre dans son contexte ce que dit Monsieur Zemmour hein, régulièrement. Oh mon Dieu, c'était donc vrai, les féministes veulent couper les testicouilles des hommes, mais oui. On se cotise pour le pot de miel. Je suis désolée, vraiment. Si vous savez tout l'argent des abonnés qui passe dans les pots de miel, je suis désolée. Je dis peut-être des bêtises, mais Oser le féminisme, il n'y a pas des problèmes avec... Alors, Oser le féminisme, comme énormément d'associations féministes, oui. Il y a des propos qui sont pas en accord avec tout le reste du monde féministe. Moi, je sais que notamment OLF, j'ai un vrai problème avec cette association-là, autour notamment de leurs propos autour du travail du sexe. Voilà, je sais que OLF, ce sont des grandes abolitionnistes, bon, entre autres. Mais voilà, moi c'est plus là-dessus où j'ai vraiment un problème avec OLF. Après, est-ce qu'il y a d'autres problèmes avec OLF ? Je ne sais pas. Mais il y a notamment celui-là, en tout cas, par rapport à ce que j'en sais. Ah, c'est ça le stéréotype des garçons, je dois pas être un vrai garçon alors, et c'est tant mieux. Non mais oui, c'est violent, hein. Un garçon ça entreprend, ça assaille et ça conquiert et ça couche sans aimer, l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, 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 Tandoori. Tu as offert 20 abonnements sur cette chaîne. Tu te rends compte le nombre de personnes que tu as rendues féministes de salon? Est-ce que tu te rends compte de tout ça? Merci mille fois, Tandoori. Merci, merci. Ça devait être ça dont je me souvenais, le côté abolitionniste. Oui, c'est ça, moi. En tout cas, c'était ça dont je me souvenais. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres takes à côté. Mais merci mille fois, mille fois, mille fois, Tandoori. Quand on aime, on ne compte pas. Et la fin, normalement, du truc, c'est « Et vous ne comptez pas pour moi. » Pour nous. C'est pour nous. Mais bon, oui, qu'est-ce qu'on veut avoir après comme société avec un mec qui dit ça, quoi? L'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Bon, bah voilà, on sait, au moins on sait tout de suite comment seront accueillies les personnes qui arrivent avec des récits d'agression sexuelle. Voilà, on saura tout de suite. Et puis on sait aussi comment vont être pris les récits d'agression sexuelle dont les hommes sont victimes, parce que les hommes peuvent être victimes aussi de viols. Voilà, on voit tout de suite ce qui va se passer. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de surprise, là, vraiment. Hein. Les abolos sont souvent terfs, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que moi, je n'ai vent que de ce truc-là sur l'abolitionnisme. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres trucs qui sont sortis sur OLF, hein, j'en sais pas plus. En réponse, Céline Picq rêve de voir les ripostes à cet inquiétant backlash devenir centrales dans la campagne présidentielle. Pour ce faire, elle puise dans les textes des autrices qui ont contribué à construire son féminisme, de l'avocate Gisèle Halimi au manifeste des 343 en faveur du droit à l'IVG, en passant par la philosophe écoféministe Émilie H, des mesures dont pourraient s'inspirer les candidats. Tour d'horizon en 5 idées phares. Donc la première, c'est obtenir une loi cadre d'orientation contre les violences sexistes et les féminicides. En Espagne, pays souvent cité en exemple en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, un tel texte a été adopté à l'unanimité dès 2004. Nommée Loi de protection intégrale contre les violences conjugales, elle prévoit une série de mesures relatives à la prévention, à la protection des victimes ou encore à la condamnation des agresseurs. En 2017, ce plan d'attaque a été renforcé à travers l'adoption d'un pacte d'État contre la violence conjugale, dans le sillage d'importantes mobilisations féministes. Soit près de 300 mesures financées à hauteur d'1 milliard d'euros sur 5 ans, d'où le milliard d'euros, je pense. S'en inspirer dans l'Hexagone éviterait l'éparpillement des mesures et des lois, tel que ce fut le cas lors du Grenelle contre les violences conjugales, estime Céline Picq. Comme nombre de militantes contre les violences sexistes et sexuelles, elle insiste sur l'importance d'un financement à la hauteur des enjeux, estimant qu'il faudrait tripler le budget alloué annuellement à la lutte contre les violences en France pour passer de 360 millions d'euros environ à 1 milliard. D'ores et déjà, à gauche, plusieurs candidats se sont engagés à investir cette somme s'ils étaient élus, d'Anne Hidalgo à Christiane Taubira, en passant par Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Mais oui, ça semble assez logique, en fait, de mettre en avant de l'argent, hein, des moyens. Sinon, eh bien, c'est compliqué de faire suivre les actes, voilà, les discours par les actes. Bien évidemment, c'est très compliqué de le faire hein, s'il n'y a pas de thunes pour faire, donc... Non mais cette dernière idée merveilleuse, c'est de retirer les allocs et les aides aux femmes célibes parce que vous comprenez, elles échangent la générosité de l'homme par celle de l'État et c'est pas normal. Oui. Oui. On s'en souvient. Pour une réforme féministe de la politique fiscale, la cause des femmes devrait irriguer l'intégralité des politiques publiques et fiscales, pas uniquement être cantonnée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, même si c'est essentiel, exhorte Céline Picq. Pour elle, c'est clair, le système fiscal actuel, qui impose des foyers, pas des individus, est sexiste. Oui, vraiment. En cause... Le quotient conjugal et familial qui invisibilise les écarts de salaire et auquel elle appelle à mettre fin au profit d'une imposition individuelle plus propice à l'autonomie financière des femmes. Dans tous les autres pays européens, l'imposition est individuelle, souligne Céline Picq. Cette mesure, estime-t-elle, permettrait de redéployer 29,7 milliards d'euros, qui pourraient servir à mettre en place une sorte de super allocation familiale, accessible dès le premier enfant. En outre, de la même manière, l'autrice appelle à individualiser toutes les prestations sociales, y compris l'allocation adulte handicapé, dont maintes associations réclament la déconjugalisation. Le gouvernement y est opposé et le Parlement a rejeté cette mesure en décembre. Ça, l'allocation adulte handicapé, c'est vraiment une vaste arnaque, le fait que tout le monde, pour l'instant, rejette sa déconjugalisation. Vraiment, la façon dont c'est fait actuellement et la façon dont ça bloque énormément de personnes handicapées en couple, et notamment effectivement des femmes, mais pas que, qui sont obligées de rester dans des situations parfois
extrêmement violente, extrêmement dangereuse pour elles ou pour eux, juste à cause d'un problème financier et du fait que cette allocation adulte handicapé soit extrêmement mal versée. Voilà, oui, c'est honteux, c'est ça, hein, c'est vraiment, c'est honteux. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Pension alimentaire s'inspirait du Québec. Leurs difficultés, elles les ont martelées à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Plus d'un tiers des familles monoparentales, constituées de femmes dans 85% des cas, vit sous le seuil de pauvreté, soit moins de 1 334 € pour une femme avec un enfant de moins de 14 ans, selon le think tank Terra Nova, qui a signé une note sur le sujet en 2019. Pas moins de 35% des familles monoparentales sont confrontées à des impayés de pension alimentaire, qu'ils soient totaux ou partiels, soit 500 000 enfants concernés. Notre société patriarcale est totalement permissive face à ces impayés, fustige Céline Pic, qui appelle, comme Terra Nova, à s'inspirer du Québec où, depuis 1995, la gestion et le paiement des pensions alimentaires sont l'apanage d'un organisme gouvernemental. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore ça en France, je vous le dis vraiment. Je ne comprends pas pourquoi les pensions alimentaires ne sont pas l'apanage d'un organisme gouvernemental. Je comprends pas. Ainsi, dans la province francophone, dès qu'un jugement est prononcé pour fixer une pension alimentaire, une copie en est automatiquement confiée à cette agence, habilitée à prélever le montant des pensions alimentaires directement sur les revenus des débiteurs. Résultat, environ 3% seulement des pensions y sont impayées. Depuis janvier 2021, la France a mis en place un nouveau système de recouvrement des pensions alimentaires par l'intermédiaire des caisses d'allocation familiale. Mais il faut aller plus loin, selon Céline Pic, qui appelle aussi, dans le sillage de ce que préconise la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée, à revoir le régime fiscal des pensions alimentaires. Actuellement, le parent qui la verse, bien souvent le père, bénéficie d'une réduction d'impôt, tandis que celui qui la reçoit, très majoritairement la mère, est imposé sur cette somme. Vous trouvez pas que c'est n'importe quoi? Vraiment? Pour moi, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est vraiment n'importe quoi. Le régime fiscal des pensions alimentaires, la façon dont elles sont distribuées, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et je comprends pas, encore une fois, pourquoi ça n'a pas été pris en charge plus vite. Parce qu'en plus, ça va dans le sens, la famille, le machin, le truc. Je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou que ça ne soit pas plus pris en compte actuellement. Créer un vrai congé paternité, une occasion ratée, c'est ce que pointe l'autrice à propos de l'allongement du congé paternité à 28 jours, dont 7 obligatoires, en vigueur en France depuis l'été 2021. Il faut dire que le gouvernement est resté bien en deçà des 9 semaines préconisées par la commission des 1000 premiers jours de l'enfant. Céline Pic préconise ainsi que ce congé soit allongé à égalité avec le congé maternité post-accouchement, soit 12 à 16 semaines, assorti d'un travail plus global de déconstruction des stéréotypes sexistes dans la société pour garantir le partage des tâches. Encore une fois, le partage des tâches, ce sera beaucoup plus simple s'il y a un congé parentalité qui est pris par les deux parents. Oui. Les pensions alimentaires non payées, ça me fait exploser, mais je comprends. Ça n'a littéralement aucun sens. Oui. Le fait qu'un père peut décider de ne pas les payer, les recours sont super difficiles, longs et pénibles. Mais bien sûr. Bien sûr. Pour permettre aux hommes de ne pas payer la pension, de quoi? De quoi pour permettre aux hommes de ne pas payer la pension? Le régime fiscal, tu veux dire? Je comprends, c'est quoi de choquant le paiement de l'impôt? Je ne comprends pas. Tu veux dire? C'est choquant parce que en soi, le fait que on ait estimé qu'il y ait besoin d'une pension alimentaire, ça veut dire que la personne en soi qui la reçoit a besoin de cette pension alimentaire pour faire vivre les enfants que il ou elle a seul à charge. Donc, dans l'absolu, c'est quelque chose qui ne devrait pas être imposable à la même hauteur qu'un revenu, justement. Parce que c'est pas profondément, foncièrement, c'est pas réellement un revenu. C'est quelque chose qu'on estime que les deux parents payeraient, en gros, pour l'éducation de leurs enfants si les deux étaient encore en charge à même hauteur de leurs enfants. Il y en a un qui n'est plus en charge des enfants, du coup. Donc, eh bien, cette personne-là qui est plus ou moins en charge des enfants est censée payer la part qu'il paierait normalement à la personne qui se retrouve le plus en charge des enfants. C'est très résumé et beaucoup de juristes des affaires familiales doivent s'arracher les cheveux à m'écouter dire ça, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pour compenser quelque part le fait que une des deux personnes ne va plus du tout avoir en charge les enfants. Or, pour moi, après, voilà, hein, mais pour moi, c'est pas quelque chose sur lequel on est imposé globalement. C'est de l'argent que de toute façon,
le parent aurait payé pour prendre soin de son enfant. Moi, ça me fait bizarre que ce soit imposé au même titre qu'un impôt sur le revenu. Vraiment, ça me fait bizarre parce que, quelque part, c'est de l'argent qui aurait été dépensé pour l'enfant dans tous les cas. Voilà, dans tous les cas, c'est de l'argent qui aurait été dépensé pour l'enfant. Donc, du coup, le fait que le parent qui la verse bénéficie d'une réduction d'impôt, c'est improbable. Je trouve vraiment que c'est improbable. Pourquoi est-ce que tu bénéficierais d'une réduction d'impôt parce que tu verses une pension alimentaire qui est censée couvrir de toute façon des frais que tu aurais eus si tu avais l'enfant en garde pendant plus de temps? Tu vois ce que je veux dire? Mon père ne payait pas les pensions, ce n'était pas prélevé sur son salaire puisqu'il n'avait pas de revenus réguliers, il avait largement les moyens de payer. Impossible de mobiliser les huissiers puisque ma mère ne pouvait pas avancer les frais, même si la juge avait stipulé qu'elle pouvait y avoir recours sans verser un centime, c'était un enfer. Mais je me doute, il y a énormément de situations dans lesquelles, total soutien à ta mère, il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation-là et qui se retrouvent sans rien, en fait. Ouais, qui se retrouvent sans aucune aide. Je ne comprends pas d'où vient la réduction d'impôt. Oui, genre bravo, tu assumes ton rôle de père. Bah oui, mais c'est un autre sujet, la déduction d'impôt. Bah là, non, là c'est le sujet. Le parent qui verse la pension alimentaire, il bénéficie d'une réduction d'impôt sur cette pension alimentaire. Donc voilà. C'est un vrai questionnement. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une réduction d'impôt là-dessus? Pareil, pension jamais reçue. Bah oui, bien sûr, il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas cette pension-là. Oser le gender budgeting ou budgétisation sensible au genre, ne plus adopter de réformes qui aggraveraient les inégalités. C'est l'objectif de cette budgétisation sensible au genre que Céline Pic appelle de ses vœux. Il s'agirait en clair d'analyser dépenses et recettes publiques au prisme du genre et de faire voter une loi qui rendrait obligatoire, avant toute réforme, une étude de son impact sur les hommes et les femmes, comme cela se fait en Belgique, en Autriche ou encore en Espagne. En France, certaines municipalités, comme Lyon ou encore Rennes, se sont déjà inspirées de ce concept, né en Australie dans les années 80. C'est intéressant, je trouve, à chaque fois de donner des mesures concrètes, en fait, d'avoir vraiment des trucs qui soient... qui puissent être appliqués de façon concrète, quelque part. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces féministes qui commencent à parler en termes de mesures politiques, parce que très souvent, on a tendance à cantonner le féminisme à des paroles énormément, à de la revendication, ce que c'est aussi, à quelque chose de très verbieux et même des fois d'un peu complexe à appliquer dans la vie de tous les jours, et c'est toujours intéressant de raccrocher ça à des idées politiques et à des partis pris politiques concrets. Qu'est-ce que tu dis sur ton super long message? Si, il est passé. Regardons le problème dans l'autre sens, comme le fait Elsa Florilège. Si les parents n'étaient pas séparés, ces revenus du père seraient imposés pour le père, puis une somme venant de ces revenus serait utilisée pour s'occuper de l'enfant, avec une autre somme venant des revenus de la mère. Et là, cette somme est payée par le père, mais elle n'est plus soumise aux impôts pour lui, et à la place, elle est soumise aux impôts pour la mère, alors même que ce n'est pas le revenu de la mère. Oui. Ça a peut-être été fait dans l'idée de motiver les pères à payer la pension, mais bon, oui, non, mais il y a d'autres manières de motiver les pères à payer la pension, mais oui, effectivement, ouais, je pense, peut-être ça a été fait pour ça. Le problème de la pension alimentaire, c'est que c'est ta vie et ne prend pas en compte qu'on puisse se retrouver au chômage longue durée et dans l'incapacité de suivre la pension. D'où le fait qu'il faille un organisme qui s'occupe de ça. Ok, je crois que je vois mieux ton point de vue, comme c'est censé couvrir des charges, ça te gêne que ce soit du revenu. Oui, quelque part, oui. Oui, je pense que c'est assez bien résumé. La réduction vient peut-être d'un excès de zèle à un moment pour baisser le taux de non-paiement, genre ça n'a pas été pensé comme ça au début, mais juste un pansement très maladroit. Oui, c'est ce que disait aussi Matricor, c'est... Oui, effectivement, visiblement ça a été aussi un peu conçu, enfin, ça aurait pu être conçu aussi pour motiver un peu les parents qui ont du coup une pension alimentaire à payer, à la payer, mais... Par contre, c'est pas demain la veille qu'on entendra parler des non-binaires avec ce genre de choses. Perso, comme je n'ai pas de revenus et pas la garde, le juge m'a exempté de pension. Bah oui, non mais après, encore une fois, au niveau des décisions qui sont prises, c'est pas tant sur les décisions des pensions alimentaires ou pas. Là, c'est encore autre chose. Là, c'est sur les personnes qui peuvent payer une pension alimentaire et qui doivent payer une pension alimentaire. Comment est-ce que c'est géré? Pourquoi est-ce que ce n'est pas géré directement par un organisme qui dépend de l'État? Comment est-ce que c'est géré d'un point de vue fiscal? Ça, c'est des trucs qui sont très intéressants.
Et oui, c'est censé s'arrêter à la majorité, ou à la fin des études. Ce qui peut faire beaucoup, c'est sûr. Complètement. Alors, attendez, oh là là, il est presque 2 heures. Écoutez, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. Je ne sais pas si on a le temps de parler du coup de ces trucs sur la sexualité. Est-ce que c'est long? C'est un peu long. Allez, on va lire un article sur les deux, sur la sexualité, quand même. Voilà, histoire de terminer par quelque chose d'un peu positif. Du coup, je trouve que ton point de vue serait pertinent si la pension c'est un forfait, mais je crois que c'est un pourcentage en fonction des revenus. Je ne sais pas. Honnêtement, Florilège, j'en sais rien. C'est juste que un drapeau français au milieu. Je crois pas que c'était un drapeau français. C'était pas un drapeau asexuel? C'était un drapeau asexuel. C'est vrai qu'il me dit comme ça, on dirait un peu un drapeau français en berne, mais non, c'est un drapeau asexuel. Un article prédiction 45 minutes. Dis pas ça, Pibi. On est fort, on y croit. Oui, je ne sais pas exactement au niveau de la pension alimentaire comment ça se calcule. Je sais pas. J'ai jamais eu à faire, je t'avoue, donc... sur la sexualité, je recommande le podcast Free From Desire. Merci l'Auvergnat Relou pour cette recommandation. Asexualité, non aux ailes du désir. Séries, podcasts, documentaires, témoignages, les personnes qui ne ressentent aucun désir sexuel semblent de plus en plus nombreuses à se déclarer, notamment chez les jeunes, et assumer, même s'il leur est encore parfois difficile de se faire entendre en dehors des réseaux sociaux. La fiction contemporaine est souvent la porte d'entrée des petites comme des grandes questions de société. Exemple avec Sex Education, série britannique diffusée sur Netflix, qui brosse le portrait sexuel d'adolescents crûment travaillés par la chose. Au détour d'un épisode, le 4e de la 2e saison diffusée en janvier 2020, Florence, un personnage secondaire, fait irruption dans le bureau du Dr Milburn, interprété par Gillian Anderson, pour aborder ses tiraillements. Je ne veux pas avoir de relations sexuelles du tout. Je crois que je ne dois pas être normale, je ne ressens rien. C'est comme si j'assistais à un banquet mais que je n'avais pas faim. Livre la lycéenne aux longs cheveux bouclés. Sais-tu ce qu'est la sexualité lui répond la sexothérapeute du lycée. C'est quand quelqu'un n'a d'attraction sexuelle pour personne. Pour certains, le sexe, ça ne le fait juste pas. Soit en moins de 2 minutes chrono, un exposé sur la sexualité ou l'absence de désir sexuel envers un ou une quelconque partenaire, ce qui ne signifie pas absence de libido ou de relations sexuelles. Il faut dire que ces 5 dernières années, cette orientation, encore niée par une poignée de sexologues et à différencier de l'abstinence, choisie aussi bien que contrainte, a gagné en visibilité. Dans le monde anglophone, où la sexualité a fait irruption sur la scène médiatique avec le coming out d'un certain David J, il y a une vingtaine d'années, la lettre A s'accole désormais sans embâche à l'acronyme LGBTI. Alors, LGBTQIA+, oui. Et la pop culture s'embarque du sujet. Ainsi, des séries, Sex Education, BoJack Horseman ou dernière en date Legends of Tomorrow, mettent de plus en plus en avant des personnages ace, l'autre terme pour désigner des personnes asexuelles. En France, les témoignages d'asexuels, encore épars il y a 5 ans, se multiplient eux aussi, notamment chez les jeunes. Sur les réseaux sociaux qui permettent une bien plus grande prise de parole, mais aussi dans des documentaires, la web-série en 5 épisodes No Sex sur France TV /, ou des essais, Nous qui n'existons pas, de la romancière fantastique Mélanie Fadzi. Elle est top cette série, et Gillian Anderson, j'ai pas vu la dernière saison. Mais Gillian Anderson, c'est oui, on est bien d'accord. Je l'aime également d'amour. C'est en train de changer. J'ai eu envie d'offrir aux autres le contenu que je n'avais pas eu avant de commencer à accepter mon asexualité, indique Aline Laurent Maillard, 34 ans. Que ce ne soit pas que des psys qui viennent nous expliquer l'absence de désir sexuel et dire que cela pouvait se vivre joyeusement. La journaliste qui est derrière le podcast Free From Desire, voilà justement, dans lequel elle creuse le sujet, n'a découvert le vocable que sur le tard, la vingtaine passée, avant de l'accepter au tournant de la trentaine. Elle assume par ailleurs n'avoir jamais eu d'attirance amoureuse, aromantisme, qui ne l'a pas empêchée d'avoir un bébé toute seule en septembre après une PMA. Ça a été un soulagement de comprendre ce qui se passait avec moi, mais que je n'étais pas seule. Mais c'était aussi effrayant car je n'avais jamais rencontré d'autres personnes asexuelles, et j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait là, que personne ne voudrait être en couple avec moi, se souvient l'autrice. Et de compléter. Mais là, c'est en train de changer, de plus en plus de personnes osent témoigner, et c'est super positif. Plus on sera nombreux à en parler publiquement, plus d'autres se permettront d'être visibles, à l'aise dans leur couple ou avec leurs amis. Combien sont-ils à ne pas éprouver de désir ou d'attraction sexuelle? Selon les études, la proportion de personnes asexuelles s'élèverait à 1 à 4% de la population. Aux États-Unis, ce sont 1,7% des adultes américains, en grande majorité des femmes ou personnes non-binaires de 18 à 27 ans, qui se définissent comme telles. Mais ce ne sont là que des estimations, avec leurs biais statistiques et méthodologiques. En France, aucune enquête sur la sexualité n'a encore pris en compte cette identité, hormis par des questions sur l'absence d'activité sexuelle. Néanmoins,
La prochaine mouture de la grande étude contexte sur la sexualité des Français, CSF, en 2022, menée par l'INSERM, devrait y remédier, avance la sociologue et directrice de recherche à l'institution publique Nathalie Bajos. Ce serait vraiment intéressant d'avoir tous ces résultats après, hein. Vraiment c'est... Dire je crois que l'aromantisme est encore plus stigmatisé que la sexualité de façon extrêmement cruelle, oui. Sous les radars, les enquêtes quantitatives saisissent mal les comportements asexuels, mais on peut dire que dans un continuum, ils désignent les individus qui manifestent le moins d'intérêt sexuel pour les autres, résume à Libé son collègue, le sociologue de l'Institut national des études démographiques Michel Boson. Mon hypothèse est que la présence plus marquée de la sexualité au troisième millénaire a à voir avec les possibilités de visibilité plus grandes et de networking offerts par Internet à des caractéristiques personnelles rares. Avant de compléter, mais aussi avec l'importance prise par ce qu'on peut appeler une norme d'obligation au sexe, qui pousse certains, et surtout certaines, à s'en distinguer, en donnant parfois à leur démarche un sens politique, et enfin avec le développement et le foisonnement de nouveaux termes d'autodésignation, aussi appelés micro-labelling. Oui. Le forum Asexuality, Visibility and Education Network, dont la version française a été lancée en 2005, est pour beaucoup dans l'affirmation de cette identité. C'est par exemple grâce au site que Julien a mis les mots pour qualifier son peu d'appétence pour la chose sexuelle il y a 12 ans. Aujourd'hui, l'informaticien, qui administre cette communauté en ligne d'un peu plus de 7000 membres, assume. Mais il relève la difficulté à faire entendre sa voix dans la vraie vie. C'est ce à quoi milite l'association pour la visibilité asexuelle, créée en 2010. De plus en plus de personnes se reconnaissent dans la sexualité. C'est une très bonne chose, mais c'est encore trop peu connu, observe le Biterrois. La difficulté pour les personnes asexuelles réside en effet à parler de leur intimité, notamment leur rapport à la sexualité, y compris à leurs proches, amis comme parents. Alors imaginez quand il faut en faire une affaire publique au risque d'être la cible d'éventuelles railleries et autres colibés. Cela ne plaide pas forcément pour un grand déballage au bureau ou en famille. Les personnes asexuelles passent encore sous les radars parce qu'elles sont plus invisibles que certaines autres minorités sexuelles, pointe à Libération le psychologue canadien Anthony Bogert, professeur à l'université de Brock et auteur d'un ouvrage de référence non traduit, Understanding Asexuality. Dans la sphère publique, quelqu'un qui n'éprouve pas d'attraction sexuelle est moins facilement identifiable que quelqu'un qui en éprouve. L'absence de désir est plus dure à déceler que sa présence, à moins de continuer à lever le tabou. Voilà, écoutez, je voulais quand même qu'il soit Biterrois et Ace, oui, c'est cocasse. C'est cocasse les Ilisards, on est d'accord. Je voulais quand même vous parler un petit peu de ça. Écoutez, tant pis, on parlera de Kanye West une autre fois, et de féminisme et réseaux sociaux une autre fois. Je voulais quand même qu'on lise un peu au moins un des deux articles sur le sujet. C'est vrai que les asexuels, on en parle assez peu, et on en parle souvent mal, on en parle comme d'une... plus comme d'une espèce de déviance passagère que comme réellement, merci beaucoup, Pline, que comme réellement une orientation sexuelle qui est tout à fait valable, qui est, voilà, avec des personnes stables à l'intérieur, qui savent ce qu'elles veulent, qui ont compris ce qu'elles voulaient, ce qu'elles ne voulaient pas, et pas comme des personnes qui, vous le savez, ont, je ne sais pas, un problème quelconque, ou alors n'ont juste pas trouvé la bonne personne, voilà. T'as vu que t'as été mauvaise langue, Pibi. Alors, écoutez, voilà, est-ce que vous avez envie de raider quelqu'un ? Parce que là, on va partir sur du raid, hein, je pense. Si vous n'avez envie de raider personne en particulier, je peux toujours... Merci beaucoup, Feria. Tu lâches tes bits au fur et à mesure. Merci beaucoup, Feria. Il y a Souris de Coton, Joie qui est là. Est-ce que vous avez des gens que vous aimez bien ? De toute façon, là, je n'ai quasiment plus de voix, hein, donc c'est mort. C'est mort. Mes Souris de Coton, elle fait du dessin, voilà, c'est très bien. Il y a Tieflin qui joue à Hunt Showdown, ou sinon Souris qui dessine. J'aimerais bien vous amener vers un jeu, peut-être plutôt. Un jeu ou du dessin, effectivement, parce que... il y a Poppy TV qui fait Lost Ark. Alors en plus, j'aime bien découvrir un truc nouveau... aussi, si c'est possible. Il y a Tieflin qui fait du Hunt Showdown, effectivement, ça a l'air chouette. Et sinon, vous m'avez dit quoi ? Lost Ark, j'aime bien aussi. Poppy TV. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Qui fait du Lost Ark. Ah, j'aime bien Lost Ark. Bien écoutez, je pense qu'on va aller vers Poppy TV. Par contre, je vais retenir Tieflin parce que ça a l'air chouette aussi. Donc je vais aller m'abonner quand même à Tieflin. Je vais aller suivre Tieflin, pardon. Bon écoutez, on va aller voir Poppy TV, ma foi. Vous me faites découvrir des choses à chaque fois, c'est chouette. C'est chouette. Alors par contre, Unshowdown, c'est assez explosif. Et Tieflin, elle est très chouette. Bon bah écoute, j'irai la suivre
J'irai la suivre et ce sera elle qu'on raidera la prochaine fois. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir assisté à tout ça. En tout cas, la représentation de la femme dans Lost Ark, tu en penses quoi? Ben justement, j'en pense plein de choses. Mais globalement, la représentation de la femme dans les jeux vidéo, vraiment, j'aimerais qu'on en fasse tout un stream, quoi. Et peut-être qu'on invite des gens qui puissent en parler aussi. Ce serait chouette qu'on en parle. Tiens, bah, voilà, ça donne une idée. Je retiens ça. Avec Maudit, ouais, ce serait cool, ce serait vraiment cool. Je vais en parler un peu aux copines qui font du jeu vidéo. Merci mille fois en tout cas d'avoir été là et d'avoir suivi ce live. Si vous le désirez, bien sûr, vous pouvez rejoindre le Discord. Si vous le désirez également, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube On se laisse la nuit ou à la chaîne secondaire Les Replays de la nuit qui rediffuse du coup les replays Twitch. On se laisse la nuit, c'est avec des vidéos en soi de vulgarisation, notamment historique. Merci mille fois d'être là, merci un milliard de fois à tous ceux qui lâchent des bits, qui lâchent leur prime, qui se réabonnent, etc. Vous me permettez de manger et vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes précieux. Merci également à tous ceux qui partagent la chaîne, qui me suivent. Merci un milliard de fois de contribuer à me faire connaître. À bientôt. Bon après-midi.